le club. Bonjour à tous, ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez, et bienvenue dans ce 6e numéro du club, le podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Numéro un petit peu spécial, j'ai l'impression qu'on dit ça quasi une fois sur deux, puisque ce numéro va être entièrement consacré aux jeux vidéo, dans l'idée d'annoncer en fait un événement qui va se dérouler sur Quimper, le Festival du numérique, dont le thème cette année est l'arcade. Et pour l'occasion, je me suis bien entouré, puisque avec 3 joueuses, nous allons parler pendant le temps qui nous viendra de jeux vidéo, de ce à quoi on joue actuellement, etc. Première fois dans le podcast, je suis avec Marine. Comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien. Merci Alexis de me recevoir. C'est super chouette d'être avec vous pour parler de jeux vidéo. Du coup, moi j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ton profil de joueuse, à quoi tu joues, comment est-ce que tu as commencé ? Alors j'ai commencé à 6 ans, un truc tout bête. Moi je suis de la génération de la première Game Boy. Ouais. Donc ça remonte un peu, je ne vais pas dire mon âge. Donc j'ai commencé à ça, à 6 ans, les jeux assez classiques, Tetris, Zelda et Kirby, vraiment la bonne base. Que du bon. C'est ça. Et puis j'ai continué à jouer, j'ai eu pas mal de consoles dans mon enfance et début de l'adolescence, la première PlayStation, avec pas mal de jeux de plateforme type... Il y avait les Mario sur d'autres plateformes, j'avais ça, j'avais les Crash, j'avais les Spyro, enfin tous ces jeux-là. J'ai fait une petite pause entre la fin de l'adolescence et la fin de mes études, parce que j'avais plus le temps de jouer. D'autres priorités. Ouais, d'autres priorités. Et j'ai repris après mes études, et là je me suis découvert une passion pour plutôt les gros jeux type JRPG, et voilà, gros... Ok. Changement radical. Changement radical, voilà. Des jeux que j'aime bien maroufler en 130 heures. Voilà. Ouais. Et plutôt du coup RPG occidentaux ou japonais J'ai plutôt fait de l'occidental pour l'instant. Donc là, dernièrement, à quoi est-ce que tu as joué un petit peu sans trop nous en dire, parce que peut-être que tu vas nous en parler un peu plus tard. Je me suis plongée à fond dans Cyberpunk 2077. C'était ma grosse claque de l'année dernière, qui me reste encore. Je suis vraiment encore dedans. Ok, bon bah trop bien. Avec nous... Une habituée maintenant, vu que c'est ta 3e fois, je crois. 3e numéro, ouais. Samuel qui est avec nous. Je ne sais pas si tu as déjà un petit peu présenté ton profil de joueuse avant ou pas. Non, on a déjà parlé un petit peu jeu sur les fins de podcast, mais pas vraiment de manière approfondie. D'accord. Alors moi, contrairement à Marine, je suis pas une joueuse je suis une joueuse assez récente en fait. J'ai eu quelques jeux PC, on en discutait un petit peu à Dibou, des trucs comme ça. Vraiment le classique, je pense, des années 80. Jeux éducatifs. Voilà, de fin des années 90. Et après, c'est plus tard en fait avec la GameCube que j'ai commencé un petit peu à jouer. Et maintenant, une grosse fan de Switch. Voilà, c'est ma console doudou, on va dire. Vraiment, c'est trop bien. Et du coup, le type de jeu que tu as tendance à plébisciter alors plutôt sur du jeu 2D. Parce que j'ai tendance à me perdre dans la 3D. Après, c'est vraiment mon cerveau qui ne capte pas bien ça. Mais j'aime bien tout ce qui est un peu jeu indé avec du pixel. Voilà, on va dire que déjà, ça va m'attirer tout de suite. Et après, souvent plus des jeux courts, voilà, en 20 heures max, parce que voilà, entre lire, jouer et ne rien faire, c'est compliqué de trouver du temps pour finir un jeu. Et quelle grosse claque là dernièrement, on a joué Marine, je sais qu'elle a joué aussi à Spiritfarer. Je l'ai pas fini encore, mais on en avait discuté et j'ai beaucoup aimé. Et sinon, il y a des petits jeux parfois que je pourrais qualifier de débiles. Voilà, ça me fait rire. Donc voilà, à partir du moment où ça me fait rire, généralement ça passe bien. Trop bien. Et 3e personne qui nous accompagne, première fois dans le podcast, Marion, comment ça va ? Très bien, merci. Et toi ? Ça va nickel. Content d'être là autour de la table. Bon, je crois qu'on voudrait tous en apprendre un peu plus sur ton profil de joueuse également. Alors en fait, moi j'ai commencé par observer les gens jouer aux jeux vidéo. Donc c'était plutôt une amie en primaire qui jouait en fait sur un N64, je crois, à Zelda et Mario. Donc j'avais pas de console chez moi, donc à chaque fois que j'allais chez elle, j'adorais la regarder jouer. Donc si possible, la convaincre de jouer aux jeux vidéo. Donc l'époque des jeux 3D en fait. Oui, voilà, c'est ça. Trop bien. Et ensuite, les Sims en général. Et j'ai acheté il y a quelques années, ça fait très récemment, la Switch. Ok. Breath of the Wild. Que j'ai jeu incroyable. Voilà. Ok.
Eh ben, content d'être avec vous autour de la table. Moi, normalement, il y a... Voilà. Ceux qui sont fidèles au podcast, normalement, connaissent peut-être mon profil, vu qu'on a déjà fait un podcast sur le jeu vidéo l'année dernière, justement pour le Festival du numérique. Mais pour ceux qui découvrent le podcast maintenant, moi, c'est Alexis. Et tout comme Marine, j'ai commencé à jouer très très tôt. Je suis même retombé il y a quelques temps sur des photos de moi, j'avais 2 ans et j'avais déjà une Game Boy entre les mains. Je pense que c'était plus un trophée que vraiment une console à laquelle je jouais au départ. Mais c'est la console avec laquelle j'ai commencé et la Super Nintendo aussi à l'époque. Et du coup, vous en doutez, fidèle à Nintendo pendant des années, moi j'ai commencé à jouer aux consoles Sony, etc. sur le tard. En fin d'adolescence, quand j'ai commencé à avoir un peu de sous et tout, je me suis racheté les consoles ou sinon j'y jouais chez les copains. Mais j'ai à peu près suivi toutes les consoles Nintendo, en gros de la génération Game Boy, NES, Super Nintendo, jusqu'à aujourd'hui la Switch. Et aujourd'hui, toujours joueur Nintendo sur Nintendo Switch. Et curieux, donc un petit peu de tout. Je joue pas mal sur ordinateur aussi. Et là, ça va être plutôt comme Samuel. Ça va être beaucoup de petits jeux indés, etc. Et de temps en temps, quand il y a un phénomène qui explose, j'aime bien me laisser tenter aussi par... certains jeux en ligne, etc. Moi, il y a quelques années, je me suis pris à fond la vague Fortnite, plein de choses. Donc voilà. Comme je disais, on est ensemble autour de la table pour parler jeux vidéo. Je suppose que vous avez en tête, certains sur des petits papiers, des jeux vidéo dont vous aimeriez parler. Là, on ne s'est pas fixé de cap spécifique. Je suppose que vous allez principalement jouer aux jeux auxquels vous avez joué dernièrement. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir en parlant, je sais pas, d'un classique ou n'importe quoi, on est vraiment ouvert à tout. Est-ce que l'une d'entre vous a envie de commencer, d'attaquer là et de nous présenter un petit quelque chose ? Moi, j'ai juste une petite remarque qui n'est pas sur un jeu en soi, mais c'est en écoutant parler les collègues autour de la table. Ouais. Je me rends compte que toi, tu es vachement fidèle à ta console depuis le départ. Tu n'as pas beaucoup changé, alors que moi, j'ai vraiment fait du yo-yo. Ouais, j'ai beaucoup commencé sur des consoles. J'ai eu plusieurs Nintendo, la 3DS, on a eu la première Game Boy grise, la Game Boy Color avec mon frangin. Et puis après, on a eu la PlayStation 1, la 2, la GameCube. Enfin, on a vraiment éclusé pas mal de consoles. Et quand j'ai repris les jeux vidéo, je suis vraiment passée au PC. Et j'ai du mal sur des gros jeux dont je te parlais tout à l'heure, type Cyberpunk ou Mass Effect ou ce genre de jeu. J'arrive pas du tout à jouer sur console. J'ai vraiment besoin de mon clavier et de ma souris. Je me sens vraiment plus à l'aise. Je me sens toute enfermée avec ma manette. Donc j'ai vraiment besoin de mon PC et de mon clavier et de ma souris. Mais par contre, je kiffe la Switch. C'est trop bien parce que même sur des jeux un peu... ils ont ressorti pas mal de gros jeux aussi sur la Switch, mais je trouve que c'est pas mal. Elle a un bel écran. C'est assez portatif et ça te permet de jouer même des petites sessions sans avoir allumé ton PC. Tu joues à quel modèle de Switch ? C'est pas la Lite, c'est l'autre. La classique. La classique, celle tu peux enlever les manettes. Et là maintenant, il y a une nouvelle version qui est sortie il y a quelques mois maintenant. Ouais, non, la mienne, elle la date OLED, avec un écran qui est encore plus bluffant. Ouais, non, la mienne, elle date de 2019. Ça claque. Tu vois, elle date de 2019. Ouais, ok. Mais c'est vachement bien parce que j'ai découvert des jeux auxquels j'aurais sans doute pas joué sur PC parce qu'il faut prendre le temps d'allumer son PC. Et quand je te dis que j'ai marouflé Cyberpunk en 130 heures, c'est un moment où je bossais pas, évidemment, parce que clair. C'est le temps d'allumer. Ou alors sinon, t'es sur The Witcher 3 depuis approximativement 3 ans et demi. Mais... de finir avec toutes les quêtes annexes. C'est ça, le temps de tout finir. Parce que moi, je suis assez compulsive. J'aime bien tout faire. Je fais toutes les quêtes annexes, tous les trophées. J'aime pas faire un jeu comme ça en 20 heures en faisant juste la quête principale parce que je trouve que je passe à côté de tout. Donc sur PlayStation, tu ferais partie de ceux qui aiment collecter les trophées platine. Ouais, alors je fais pas pour collecter les trophées, mais c'est juste pour l'amour du jeu. Mais je crois que c'est le truc dont on parlait ensemble. Toi, t'aimes vraiment le gameplay et moi, j'aime l'histoire. Et je trouve que dans un jeu comme ça, si tu fais pas tout ce qui a été prévu pour le jeu, tu passes à côté de parfois de subtilité et de te dire la vache, ils ont pensé ça jusque dans ce détail-là, c'est quand même génial. Mais voilà. ce que tu me dis sur le combo auquel tu joues actuellement, qui est PC et Switch, pour moi, pour un joueur qui n'a pas envie de s'acheter toutes les consoles, etc., actuellement, pour moi, c'est le combo gagnant parce que je suis assez d'accord. Sur la Switch, on va avoir les jeux qui seront jamais disponibles sur les autres consoles, en gros toutes les licences Nintendo. Pour le moment, pour moi, la Xbox et la PS5 n'ont pas encore des catalogues suffisamment fournis pour justifier totalement l'achat de la console, à moins d'être absolument fan d'une ou deux licences en particulier.
Et en fait, la plupart des jeux multiplateformes, on va les retrouver aussi sur PC, etc. Donc, je trouve que c'est plutôt un combo efficace. Et finalement, on joue pas au même jeu. Mais moi, je suis à peu près sur le même combo que toi actuellement. C'est Switch et PC. Donc, c'est ça qui est cool. Rigolo, ouais. C'est ça qui est cool. On a le même combo, on a des trucs en commun et pourtant, on va pas jouer au même jeu. C'est clair. On va se retrouver sur certains jeux, je pense. Ouais, bien sûr. Mais pas sur tout. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on est tous autour de la table avec des on sait goûts différents. qu'on a des choses en commun. Ouais. Mais je pense qu'il y a des trucs... Clairement. D'ailleurs, je te remercie de m'avoir mis Spiritfarer entre les mains parce que j'ai celui-là est gris, ça a été vraiment découverte grâce à Samuel. Donc, Et inversement, Hades. Bon, je connaissais le jeu Hades, mais tu m'as dit joue-y. Et en effet, c'est très bien aussi. Mais c'est pour ça que je voulais commencer en évoquant un petit peu vos profils de joueuses. Parce que en plus de permettre au public de vous identifier et de comprendre pourquoi vous allez plutôt parler de ci et ça et de un peu contextualiser, ça permet aussi de montrer que finalement, il y a autant de profils de joueurs que de joueurs. Et que on va chacun avoir en fait un point de vue différent sur les choses, même si on a cette passion commune pour le jeu vidéo. Est-ce que, là vous m'avez parlé de Spiritfarer gris, est-ce que c'est des choses que vous vouliez évoquer ou est-ce que vous comptiez parler d'autres choses peut-être ? On peut en parler. On peut en parler rapidement. Ouais. Plutôt sympa. Deux jeux assez surprenants, je trouve. Deux jeux qui sont en PEGI 7, je crois. Alors non, Spiritfarer en PEGI 12. Parce que le vocabulaire est un peu plus... peut-être familier par moment. Ouais, plus familier. Mais c'est deux jeux qui ont un design assez... qui peuvent attirer les enfants, pas mal de couleurs, des choses assez belles. Et en fait, c'est deux jeux qui parlent du deuil. Donc et de façon absolument différente et assez surprenante. Donc c'est un jeu qui va, je pense, plaire aux enfants parce que le gameplay est assez simple et ça se fait bien. Et en même temps, en tant qu'adulte, on peut avoir vraiment des... Il y a une deuxième lecture qui peuvent se faire aussi. Clairement. Enfin, pour moi, gris, pour l'apprécier, vaut mieux être adulte, quoi. Oui, clairement. Même s'il s'adresse à tout le monde, pour vraiment l'apprécier. Spiritfarer, dans l'idée, même si la DA, elle est très, très mignonne, ça peut faire très enfantin. Ouais. Ça fait très d'un dessin animé, en tout cas. C'est ça. En fait, même en termes de durée, je pense que les enfants, au bout d'un moment, en fait, tu t'arrêtes, tu joues pas, ou tu trouves un truc, un truc qui te bloque et tu vas t'arrêter là, parce que là, je sais pas combien d'heures je suis dessus, mais il y a des DLC qui sont mis au fur et à mesure, et je pense que tu peux y jouer une centaine d'heures facilement. Et pour ceux qui connaissent pas Spiritfarer, est-ce que l'une d'entre vous pourrait un petit peu nous expliquer le concept du jeu J'en avais un petit peu parlé, je ne sais plus dans quel podcast. Ah oui, c'est vrai. Dans l'idée, on est un passeur d'âme et on récupère un bateau dans lequel on va inviter des personnes qui sont un peu entre la vie et la mort, donc des âmes un peu perdues. L'idée, ça va être de se lier un peu d'amitié avec eux, prendre soin d'eux, parler avec eux et découvrir leur histoire aussi, et au fur et à mesure, du coup, les amener vers l'au-delà. Donc... Là, c'est assez simple, mais au final, il y a beaucoup d'exploration. La map est assez grande, donc on explore pas mal. Il y a pas mal de récoltes de ressources aussi. Et donc, c'est un jeu assez complet. Il y a plein d'aspects différents. Et émotionnellement, il est assez riche, en fait, parce que les personnages sont tous différents. Tu as des personnages qui sont très cyniques, très désabusés sur leur monde et ils ont besoin juste d'une pichenette pour en fait partir. Et il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Ils attendent vraiment quelque chose que tu dois leur apporter et tu peux pas forcément faire ça dans l'ordre. C'est pas parce que tu vas récupérer un personnage en premier qui va être le premier à partir. Tu dois vraiment, tu dois leur faire plaisir, attendre leurs besoins, savoir de quoi ils ont besoin pour partir. Et c'est assez émouvant, je trouve, Et quand tu amènes les âmes de l'autre côté, il y a quelque chose de... Certains, on n'a pas envie de les laisser partir. Enfin, reste avec moi, mais en fait... C'est ça. Mais en fait, ils sont obligés de partir. C'est aussi l'acceptance, c'est les étapes du deuil, en fait. Et qui sont gérées de façon extrêmement différente dans Gris. On est sur deux jeux, sur l'acceptance du deuil et toutes les étapes du deuil, mais qui ne va pas du tout symboliser de la même manière. Et je trouve ça... Spiritfarer est un peu plus frontal. Alors, dans l'idée, c'est Spiritfarer. Donc déjà, t'es passeur d'âme. On va dire, c'est plus concret. Et Gris, c'est plus en sous-lecture. Après, si on ne veut pas le voir, cet aspect-là, on ne le voit pas. On profite du jeu, mais... Gris, en gros, jeu de plateforme. C'est un dans lequel, en résolvant des espèces de petits casse-têtes, en quelque sorte... c'est du micro-puzzle. On va recolorer le monde, en quelque sorte. La jeune fille qui arrive, elle a perdu sa voix. Elle ne peut plus chanter et le monde est tout gris. C'est ça. Et tu dois récupérer couleur par couleur et au fur et à mesure que tu avances de groupe de niveau, en fait, tu colores le monde petit à petit. Mais il est en fait...
tu peux le faire assez vite et de façon assez simple. Et puis quand tu regardes vraiment toutes les possibilités du jeu pour avoir toutes les couleurs et faire avoir tout le jeu, il est quand même super long. En vrai, ça te demande parfois de le jouer peut-être même 2 ou 3 fois pour tout débloquer. Donc moi, j'aime bien aussi ce côté plus-value à la rejoue. Surtout qu'il y a des endroits où il va falloir revenir parce qu'en fait, on débloque des nouveaux gameplays en quelque sorte. C'est ça. Et du coup, en revenant en arrière, on va pouvoir récupérer d'autres petites choses. Je sais que Marine et moi, on en a déjà discuté. Moi, c'est un jeu, j'ai adoré l'ambiance visuelle. Pour moi, ça fait partie de ces jeux un petit peu héritiers de Journey, qui sont très peu bavards, où on essaye de faire passer un message par l'ambiance, etc. Mais moi, j'ai pas été particulièrement séduit, alors que j'ai beaucoup aimé l'esthétique et tout, par le gameplay justement. Je le trouve un petit peu rigide, le jeu. Et je me suis rarement beaucoup cassé la tête, quoi. C'est-à-dire qu'on comprend quand même très très vite les choses. Et finalement, c'est la remarque que je t'avais fait. Pour moi, ça aurait peut-être valu le coup d'en faire un court-métrage d'animation, peut-être plus qu'un jeu vidéo. Je trouve que ça aurait grave marché. Ça pourrait être un super beau court-métrage parce que le design est juste sublime, quoi. C'est vraiment, on est dans la très très belle qualité. Je crois que c'est un studio espagnol. Ouais, possible, j'ai plus en tête. Oui. Mais je ne sais plus le nom, mais oui. Marion, toi, c'est des jeux qui t'évoquent quelque chose ou ceux-là, tu les as pas fait peut-être? J'ai pas joué à Gris en fait, mais je l'avais repéré dans un magasin. J'étais entre l'acheter et pas l'acheter. Et puis, en fait, j'avoue que vous entendre en parler, ça me donne envie de les essayer. C'est comme, c'est effectivement beaucoup l'esthétique, moi, qui me plaît souvent. Ça peut être très différent de Breath of the Wild. Bon, après, on sait tous que c'est un chef-d'œuvre. Ouais, mais vas-y, peut-être que tu as envie de nous en parler un petit peu. Après, j'aime bien. J'attache énormément d'importance à l'histoire et à l'esthétique, en fait. Donc, ok, pour toi, c'est ça les deux éléments qui sont un petit peu décisifs dans. Ouais. Ok. Parce que bon, après, même si j'arrive pas à jouer au jeu de façon optimale, si l'esthétique vraiment me plaît énormément, je vais prendre énormément de plaisir à y jouer. Et l'histoire, du coup. Et l'histoire, oui. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait dernièrement qui t'a mis une claque ou ça date un petit peu, mais il y avait Ori and the Blind Forest. Ok. Il est vachement bien celui-là. Ouais. Qui est super beau aussi. Bon, je ne l'ai pas terminé, mais franchement, l'esthétique est... Du coup, peut-être que tu peux nous parler un petit peu du jeu. En gros, quel est le concept Alors, en fait, c'est un petit personnage qui doit... j'ai plus l'histoire vraiment en tête, mais c'est un petit personnage qui doit combattre des monstres en fait, dans la forêt et avancer pour retrouver des pouvoirs et retrouver... En fait, On est sur un jeu de plateforme 2D. Ouais. Toi, je crois que tu y as joué, non? J'ai vu jouer. Parce que j'ai un joueur à la maison aussi. Tu vois, typiquement, je me serais dit, ça c'est le genre de jeu auquel tu aurais joué. Non, j'y ai pas joué. J'ai vu jouer pour le coup. Après, je me demande s'il faut un peu de skill quand même pour y jouer. Et ça, parfois, ça me... Ça te bloque. Ouais. Mais après, même parfois, c'est juste... J'ai trop de jeux à faire et du coup... je passe à côté de pépites, tu vois, mais un jour, toi, dans 10 ans, peut-être que je m'y remettrai. Je trouve ça vachement intéressant entre toi qui dis que sur Gris, le fait que les énigmes sont pas hyper compliquées, ça t'a un peu lassé vite. Et de l'autre côté, Samuel qui dit s'il y a trop de skills, ça me fait peur. J'aime bien parce qu'on est des joueurs assez complémentaires et on va pas rechercher la même chose dans les jeux et ça, c'est assez chouette. Moi, typiquement, ça va dépendre du genre de jeu. En fait, typiquement, quand je vais jouer à un jeu de plateforme, etc., là, je vais être à la recherche d'un petit peu d'exigence. Et du coup, depuis 10 ans, moi, je me régale, puisqu'il y a un vrai retour des jeux de plateforme 2D hyper exigeants. Il y a eu les Super Meat Boy, Rayman Legends, par moment, il est plutôt costaud, etc. Et voilà, un petit peu tout ce genre de jeu qu'on évoque depuis tout à l'heure. Moi, c'est des choses qui me parlent parce que il y a un côté challenge qui est assez chouette. Après, dans d'autres jeux, au contraire, là, j'ai envie de me laisser bercer. C'est pas la complexité que je vais rechercher. Quand je fais un Zelda, ce qui compte, c'est pas que le donjon il soit hardcore, etc. C'est plutôt, déjà, comme je le disais, moi, c'est que le gameplay soit efficace.
que l'univers il marche, etc. et qu'on se laisse porter. Et c'est pour ça que mon préféré, c'est pas du tout le plus compliqué de Zelda. Moi, c'est Wind Waker. Donc celui qui était sorti à l'époque sur GameCube et qui a été réédité sur Wii U. Et c'est loin d'être le plus dur. Typiquement, un Majora's Mask, c'est beaucoup plus compliqué que Wind Waker. Mais voilà, le jeu, il est tellement efficace dans ce qu'il propose, l'univers est trop chouette, et surtout, moi, je trouve le gameplay est imparable, quoi. Et il y a plein de petites idées, des mécaniques de jeu qui sont trop chouettes, enfin, jeu hyper culte. Donc, tu étais sur Ori and Blind Forest, ouais. C'est un jeu d'Ubisoft, c'est ça ? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je ne peux pas dire de bêtises. Bon, on revérifiera. Mais ouais, c'est clairement un jeu qu'on vous recommande. Et là, tu parlais d'esthétique, c'est un jeu qui fait aussi des choix esthétiques qui sont... franchement, j'ai l'impression que c'est presque un tableau, en fait. Ouais. C'est un petit peu un tableau un peu sombre, mais j'aime souvent l'esthétique si ça me plaît pas dans le jeu. Ouais. Bah, du coup, il faut que tu fasses Gris. Hein. Gris, c'est le genre de jeu où à chaque séquence, tu as envie de faire des captures d'écran pour te faire des visuels et tout. Ça marche assez bien. Après, tu parlais de Zelda Majora's Mask ou Wind Waker. C'est dans lequel qu'il y a... J'en ai vu un être joué où il y avait la Wii U justement et il fallait tirer à l'arc. Je sais plus lequel c'est. Alors sur Wii U, il y en a eu plusieurs des Zelda. Il y a eu la réédition de Wind Waker. Là, l'esthétique, elle est très cartoon. Link, il est tout petit. Ensuite, il y a Twilight Princess. C'est celui où le personnage il peut se transformer en loup. Ça doit être celui-là. Ouais. Il n'est pas sorti sur Switch récemment, celui-ci ? Il est aussi ressorti sur Switch, mais il a été réédité aussi sur Wii U. Ouais. Et sur Wii U, est-ce qu'il y a eu d'autres Zelda ? Je crois que c'est la seule console Nintendo qui n'a pas eu de Zelda exclusif, si je ne me trompe pas. Parce que Breath of the Wild, il est sorti à la fois sur Wii U et sur la Switch. Sur Switch en même temps. Oui. Donc en fait, c'est la seule console Nintendo qui n'a pas eu le droit à son Zelda exclusif, quoi. Maintenant que j'y pense, c'est ouf quand même. C'est ouf. Ok. Donc en Zelda, tu as juste fait le Breath of the Wild ou tu en as testé d'autres ? J'ai testé Awakening aussi. Link's Awakening ? Oui. Ça, c'est mon tout premier, moi. Ouais. Sur Game Boy, sur coup, la vieille Game Boy grise. Carrément. Ouais. T'as envie d'en parler ou... Ah ouais, c'est un jeu qui était vachement intéressant parce que comme j'ai commencé à 6 ans, j'avais pas du tout le skills et les capacités de comprendre vraiment à fond le jeu. Ouais. Et j'ai pu avancer dans le jeu vraiment plus tard. En fait, j'y suis revenue et j'y ai joué pendant des années parce que j'avais jamais exploré toutes les subtilités du jeu. Donc ça, c'était assez cool. Même s'il y a un petit côté frustrant au départ et que les Mario sont plus faciles quand t'as 6 ans, parce qu'un jeu de plateforme, c'est voilà, il y a quelque chose de linéaire. D'immédiat, tu comprends, c'est instinctif. Hein. Puis les Mario sont au niveau du gameplay, c'est tellement instinctif. Tu sautes sur une carapace de tortue, tu attrapes la carapace. Enfin, voilà, ça se fait bien. Mais ce Zelda-là était top parce que j'y suis revenue plusieurs fois et à chaque fois, j'allais un peu plus loin, je comprenais un peu plus les mécaniques du jeu. Donc ça m'a permis d'y jouer pendant pas mal de temps. Et non, c'est le genre de jeu. C'est un jeu que tu as fini, Marion ? Non. Non, tu l'as pas fini ? Non, il est en cours encore. Et tu joues sur la version, parce qu'il a été réédité aussi sur Switch ? Sur Switch, j'ai que la Switch. Ok, alors c'est pas exactement... c'est un remake, c'est-à-dire qu'ils ont refait toute l'esthétique du jeu et tout. Moi, j'ai aussi commencé, c'est un des tout premiers jeux auxquels j'ai joué quand j'étais petit. Et c'est pas pour rien, je pense que c'est mon deuxième Zelda préféré, c'est un de mes jeux préférés all time, quoi. Ah, moi, ça fait partie de mes jeux préférés, même si maintenant c'est plus forcément ce que je vais rechercher absolument dans un jeu. C'est un jeu qui marque, mais dans tes souvenirs, ça a une place particulière, quoi. Oui, bah c'est le tout premier jeu. Toi, tu l'as pas fait Alors moi, j'ai joué à aucun Zelda, comme ça, c'est clair. C'est réglé. Bah, en vrai, pour moi, c'est une des meilleures portes d'entrée dans Zelda, celui-ci. Ouais, mais déjà, comme toi, je jouais pas enfant, donc déjà il y a une partie qui pourrait te plaire, c'est que du coup on n'est pas sur des environnements 3D, donc tu seras pas complètement perdu. C'est ça, ouais. Mais j'avais pris celui dont tu parlais, je me rappelle jamais des titres, celui en version cartoon. Celui-ci, moi je me l'étais repris sur Wii U justement pour l'essayer, pour l'essayer un jour. Donc voilà, il est à la maison. Ok. Et il sera joué un jour. Voilà. La liste de tous les jeux qui seront joués un jour. J'adore entendre ça parce que pour moi c'est vraiment un des plus grands jeux qui existent, quoi. Donc Wind Waker, c'est exceptionnel. Mais ouais, Link's Awakening, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans Zelda. Et en plus, l'avantage, c'est qu'avec la réédition, ils peuvent commencer sur Switch.
Le jeu est top parce que c'est pas un des plus compliqués. Et le jeu a un univers qui est hyper chouette. En fait, le principe, c'est que contrairement à d'autres Zelda, alors on dit que l'histoire de Zelda c'est toujours pareil, mais en fait, on se rend compte qu'il y a eu tellement de fois où il y a eu des variantes que c'est pas toujours le cas. Mais là, en gros, on a Link qui se réveille sur une plage. Et en fait, pendant tout le jeu, on ne sait pas s'il est dans un rêve, s'il est dans la réalité, etc. Et il va devoir atteindre le sommet d'une montagne où se trouve l'œuf du poisson rêve. Trop bien, quoi. Les personnages, ils sont trop rigolos. Il y a des références à plein d'autres jeux. Il y a des personnages qui vont nous rappeler Donkey Kong, Mario, etc. Enfin, c'est vraiment, vraiment un jeu de fou, quoi. Il est très, très cool. Et du coup, à quoi est-ce que vous avez joué dernièrement ? Qu'est-ce que vous retenez de vos dernières sessions de jeux vidéo ? Vous avez quelque chose en tête, là ? Moi, il y a plein de jeux différents. On est 3 en tête, mais très différents aussi. Hades, comme je disais tout à l'heure, que Marine m'a reconseillé et que j'ai bien apprécié. Bon, je ne suis pas allée, j'ai pas encore fini, je n'ai pas encore je te rassure, moi non plus, je reste... Bon, ça fait pas partie des jeux les plus faciles, quoi, non plus ? Non. Non, mais en fait, il y a la satisfaction de progresser à chaque fois. En fait. Au fur et à mesure, même si t'es pas forcément très bon, dans le premier monde, au fur et à mesure, tu vas comprendre les ennemis, quel est leur pattern, etc. Donc en fait, tu t'apprends vraiment et tu as la satisfaction. Quand tu y arrives, tu dis yes, c'est bon, j'ai progressé, je vois que j'ai progressé et c'est très satisfaisant. Même si tu meurs, c'est satisfaisant. Je le trouve vachement abouti comme dungeon crawler en fait. Ouais. Et alors, non seulement tu as une histoire autour, tu as une vraie histoire autour de ce personnage, parce que alors, ça s'appelle Hadès, mais en fait le personnage principal c'est Zagreus, c'est le fils d'Hadès qui veut s'échapper des enfers. Et donc tu as vraiment une histoire et au fur et à mesure, même si tu meurs et que tu meurs et que tu meurs, tu as toujours des petits bouts d'histoire qui se rajoutent et puis d'un seul coup tu te rends compte que tu as débloqué un truc et tu sais pas pourquoi. Ça fait peut-être suffisamment de temps que je joue. Et puis, t'apprends à connaître l'univers, t'apprends à connaître les armes, t'apprends à connaître les pouvoirs que les dieux te donnent quand tu les croises de donjon en combinaison. Quelle combinaison idéale. Et comment tu peux jouer, parce que je pense que c'est le genre de jeu où tu peux avoir 2 joueurs qui vont pas du tout utiliser les mêmes combos, les mêmes armes, et vraiment kiffer l'expérience. Moi, je sais que j'aime bien les armes à distance. Si tu me donnes une épée qui ne va pas à distance, je me sens toute contrite. je n'aime pas. J'ai besoin d'un truc qui peut aller loin, et je pense que tu as d'autres gens qui vont préférer aller au corps à corps avec une grosse épée et être le bourrin. Voilà, je pense c'est que... ton cas. Non, je reste à distance aussi parce que sinon, ça à m'enflammer en fait, tu meurs en fait. Faut pas faire ça. Donc à distance c'est bien, on prend du recul, on prend son temps. Si t'es au corps à corps, non. Compliqué. Voilà. Je pense que ça dépend vraiment de tes combinaisons préférées d'attaque, tes armes préférées et ta façon de jouer. Et ça, je trouve ça assez abouti parce que t'as un panel assez large. Ouais, t'as 6 armes et que tu arrives à débloquer. Donc, au final, tu peux upgrader au fur et à mesure, donc, qui vont être plus ou moins performantes. Et des combinaisons qui, en fonction, vont très bien marcher pour une arme et moins pour une autre parce que ça s'y prête moins. Ouais. Et l'histoire autour est vraiment chouette, donc je le trouve vraiment abouti parce que pour moi qui cherche une histoire, il y a vraiment ça. T'avances vraiment dans quelque chose, c'est pas juste tu meurs et tu recommences. Ouais. Et en même temps, au niveau du gameplay, il est vraiment cool et il n'y a pas cette frustration que tu peux avoir dans certains dungeon crawlers comme ça où tu reviens et puis tu dis quand est-ce que je vais y arriver quoi. Là, tu sens vraiment ta progression et je trouve ça plutôt cool. Ouais. Donc je l'avais conseillé à Samuel. J'ai commencé à y jouer justement Marion un petit peu. S'y est mise. Et du coup j'ai fait 1h30 pour l'instant. Ah oui. C'est pas mal déjà. Ouais, non, mais je m'étais contrôlée parce que je m'étais dit, si je me connais, je suis capable de rester toute une nuit. Et donc, si j'arrive pas, je vais me dire, je veux réussir, j'arriverai jamais. Et franchement, c'est l'esthétique encore, l'histoire. Franchement, super intéressant. Après, je peux aller au bout du premier donjon, du premier monde encore. Tu n'as pas battu Mégère encore. Non, pas encore. Tu vas réussir, t'inquiète pas. Mais franchement, j'ai hâte de continuer et d'approfondir un petit peu l'histoire. Et il est super drôle, en fait. Ouais. Parce que les personnages parlent, ils ont des voix et tu les entends, donc il y a différents doubleurs. Et en vrai, c'est super drôle parce qu'ils s'envoient des pics. C'est un truc que je trouve assez détendant dans ce genre de jeu parce que tu as toujours le côté... ils s'envoient des pics à la tête. Mégère, elle est
assez collector dans ce genre-là. Et Zagros lui-même a beaucoup d'humour, même parfois s'il est un peu blasé par son sort, il y a quand même pas mal de... C'est un jeu qui a été ultra primé en plus. Il a reçu, je crois, le prix du meilleur jeu vidéo de l'année il y a 2 ans. Ça doit être ça. Ouais. C'est un jeu qui a pas mal marqué et qui est un petit peu sorti de nulle part parce que il n'était pas plus attendu que ça au moment de sa sortie et je crois que beaucoup se sont pris une grosse claque à ce moment-là. Tu y as joué toi ? Non, pas encore. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Je l'ai carrément à la maison en fait, donc je sais que c'est un jeu qui va me plaire. Moi j'aime bien ces jeux un petit peu. C'est le roguelite. Die and retry quoi, c'est-à-dire que. C'est carrément ça. Ouais. Oui. On avait un petit peu parlé. Alors c'est pas le même type de jeu, mais sous certains aspects ça me fait penser à Dead Cells un petit peu. Dans le sens où à chaque fois tu vas aller un peu plus loin, tu gagnes en compétences. Là aussi tu vas choisir de favoriser des armes corps à corps ou un peu plus distance et tout. Et je sais déjà que ça va me plaire. C'est sûr et certain. Ok. Et autrement, qui fait un peu référence aussi à Zelda, justement, Breath of the Wild, il y a, je crois que c'est Immortals Phoenix Rising, qui ressemble un petit peu dans la façon de jouer, où c'est vraiment une quête. Et je l'ai vu être joué, donc je l'ai acheté. Je l'ai pas encore essayé, mais vraiment l'histoire est apparemment super intéressante. Je l'ai pas fait celui-là. En gros, on incarne donc une femme qui va devoir combattre et elle va avoir aussi des pouvoirs grâce aux dieux, genre des ailes, etc. Et c'est un petit peu prise de tête où il faut qu'on réfléchisse à comment on va réussir à avancer. Et en fait, c'est Zeus qui parle et il a la voix de Lionel Astier. Ok. Ah oui, dans le doublage français. Et en termes de commentaires qu'il fait, c'est assez... Zeus, il est tout le temps en train de rabaisser les autres dieux. Je pense qu'il doit être excellent dans ce rôle-là, tu dois bien te marrer. C'est clair. Ok. Je l'essaierai. Toi, on sent que tu t'es pris la claque Breath of the Wild et que tu es à la recherche des jeux un peu dans le style. Je ne vois pas de quoi vous parlez, pas du tout. Mais ouais, c'est surtout ça que je cherche. Du coup. Bon, après, j'ai essayé Nine Monkeys of Shaolin. Ok. En gros, il y a un clan qui a détruit un village qui a tué plein de personnes. Et il y a un homme qui va vouloir se venger, en fait, venger sa famille, qui va aller essayer d'apprendre les arts martiaux dans un monastère. Et petit à petit, on lui donne des missions, il faut qu'il aille. C'est Kill Bill le truc. C'est carrément ça, quoi. Par contre, il n'y a pas d'exploration entre guillemets possible, c'est super linéaire comme jeu. C'est pas un monde ouvert, quoi. Tu suis le scénario. Voilà. C'est bien, tu me sors que des jeux auxquels j'ai pas joué. Donc, ouais, mais carrément, ça me donne envie de jouer à d'autres choses. Là. Je vais y passer ma vie, mais trop bien. Vous aviez peut-être d'autres petites choses sous le coude ou... Moi, ma grosse claque de l'année dernière, c'est Cyberpunk 2077. Alors, c'est un jeu qui s'est fait beaucoup bâcher à sa sortie. Alors moi, j'y ai joué. Il est sorti en décembre 2020. Et j'ai dû commencer là en juin 2021, donc il y a un an, et sur PC directement. Du coup, tu avais déjà eu tous les correctifs des bugs Ouais, il y avait les correctifs des bugs, mais en fait, les bugs étaient plus sur les consoles que sur le PC, parce que pour en avoir discuté avec des gens qui ont commencé direct sur PC comme moi, même en décembre, ils n'avaient pas autant de bugs, des petits lags de temps en temps, mais rien de surprenant sur un jeu aussi massif, parce qu'il est quand même hyper gourmand en mémoire. C'est un jeu, il faut avoir un bon PC. Machine de guerre. Ouais, parce que même le mien, mon PC qui était quasiment neuf, quand tu l'entends faire quand le jeu se lance, tu te dis ok, donc il est bien comme il faut. Et ouais, ça a été une méga claque. En fait, c'est un jeu qui est, pour le coup, au niveau de l'écriture, il est vraiment hyper intéressant, hyper fouillé, hyper complexe, avec plein de détails. Les personnages sont super bons. Alors moi, j'ai joué en anglais, donc le doublage en anglais est assez canon, je dois dire. J'ai pas testé le doublage français, donc je m'avance pas sur la qualité du doublage français. Mais ouais, les acteurs font du très très bon voice acting et ça te donne une expérience. Puis moi, après, c'est vraiment très personnel, mais moi, je suis une grosse fan de SF.
Et le cyberpunk, c'est un univers, tu me mets dedans, mais je n'en ressors pas. Non, c'est un de mes genres préférés. En littérature déjà, en cinéma, en tout ce que tu veux. Donc là, tu me mets dans la peau de V. Voilà, je suis une merc et je dois aller faire des contrats, dézinguer des gangs, mais ok, pas de problème, j'y vais. Et j'ai du mal à ressortir la tête. Et c'est une expérience, c'était une vraie expérience vidéoludique. Comme on en a peu, mais genre j'ai fini le jeu, j'ai posé ma souris et mon clavier et j'ai pleuré pendant 20 minutes. Ah ouais, quand même. Ouais, il a fallu que tout redescende en fait, parce que t'es tellement dans le personnage que là, la fin, alors t'as 7 fins différentes. En fait, je crois que t'as 5 fins différentes avec 2 ramifications possibles pour 2 des fins. Donc ça te fait un panel de 7 fins et tu le joues vraiment comme toi tu mènes ta barque avec tes propres choix moraux, tes propres réflexions, tes machins. Donc quand la fin te tombe dessus, tu le vis de façon assez intense. Et il y a un autre truc, c'est aussi pour ça que j'aime bien ce genre de jeu, c'est que là tu peux choisir un personnage masculin ou féminin. Donc un V-homme ou une V-femme. Et moi j'ai tendance à choisir toujours une V-femme parce qu'il y a cette espèce de... tu t'appropries le personnage complètement. D'incarnation. Ouais, ce qui me le fait moins dans le Witcher, parce que c'est chouette de diriger Geralt, mais Geralt, c'est pas moi en fait, c'est quand même un gars baraqué avec des cheveux gris, c'est pas tout à fait moi. Alors qu'une V-femme où tu vois pas forcément son visage, tu joues où tu vois juste ses mains, donc tu t'es dedans. Et il a fallu que ça retombe, j'ai pleuré pendant 20 minutes parce que l'expérience était genre... Ok, je viens de me faire maroufler la face, là, je vais me reprendre 5 minutes. Et ça te prend bien aux tripes. Tu vis vraiment l'expérience à fond. Mais je pense que c'est le genre de jeu, tu vois, les réflexions qu'il y avait eu à la sortie, qu'il est superficiel, machin. Si tu le fais en 20 heures et que tu te fais que la quête principale, c'est superficiel. Moi, je l'ai fait en 130 heures en ayant tout fait. Alors, des petites missions qui sont vraiment annexes pour gagner juste du level et... des XP et voilà. Mais t'as plein d'autres petites missions, t'as certaines missions annexes où tu fais waouh, ça c'était raide à jouer parce qu'ils te font aller sur des terrains, il y a une quête en particulier qui est hyper violente au niveau émotionnel, où tu fais ah ouais, je vais devoir faire ce choix-là. Non, j'ai pas envie. Je dois y aller. Ok, bon j'y vais. Donc c'est assez intense et quand tu t'immerges bien, il y a vraiment c'est une vraie expérience vidéoludique qui va être différente de ce que tu as sur un Hades. C'est pas... c'est clair. Mais ça, c'est aussi intéressant l'un que l'autre. Mais là, pour moi, je suis vraiment rentrée dedans à fond. Et c'était... Et puis, l'univers cyberpunk, ça parle à tellement de thèmes actuels, malgré tout, contemporains. Ça aborde plein de questions sociales hyper profondes. Et je pense que ça aussi, ça m'attire bien. Le côté où je peux faire des liens avec le monde actuel et comment je joue et comment je veux mener ma barque et mon personnage. Et puis les personnages annexes sont tous... T'as l'impression de pas jouer avec des PNJ, mais avec des vrais personnages, avec leur propre personnalité, leur façon de fonctionner. Mais c'est assez... le studio a fait un presque me travail convaincre de le faire. Hein. Mais vas-y, teste. Mais vraiment, c'est le genre de jeu, il faut y aller à fond et pas juste faire la quête principale parce que tu passes à côté de certains trucs. En fait, moi, c'est ça le truc, c'est que, évidemment, l'univers, ça me parle, quoi. Cyberpunk et tout, j'adore. Le seul truc, c'est que moi, les jeux en monde ouvert et tout, j'ai complètement lâché. Le problème, c'est que moi, quand on me lâche trop, je fais n'importe quoi et en fait, je fais pas l'histoire. Typiquement, moi, si je joue à GTA, je prends une voiture, j'écrase les gens. J'attends de me faire courser par la police et je fais ça pendant 3 heures et en fait, je me rends compte que j'ai pas fait le jeu, tu vois. Mais là, tu peux, tu peux prendre ton fusil, aller dézinguer tous les gangs de Night City. Tu peux y aller. Et une fois que tu auras dézingué tout le monde, il te restera plus que les quêtes à faire. Et au bout de 10 heures de jeu, je fais en fait, flemme de faire le jeu. En fait, moi, je fais partie de ces joueurs à qui il faut pas donner trop de liberté. Moi, j'aime bien être un petit peu guidé, etc. Tu vois, des jeux dans le style monde ouvert, etc. Je crois que les derniers que j'ai finis, parce que j'en ai quand même testé d'autres, mais les derniers que j'ai vraiment finis, ça doit être Assassin's Creed 3 et c'était Deus Ex, je crois. Alors, je sais plus lequel c'était. Human Revolution, je crois que c'était. Et à chaque fois, je réessaye. Tu vois, The Witcher, j'ai essayé et je lâche au bout de 2-3 heures. Mais ça, je sais que l'univers, ça me parle trop, il faut que je fasse et tout. C'est peut-être juste pas ton type de jeu, tout simplement. En fait, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que moi, en RPG, je vais plus facilement aller souvent vers des RPG japonais.
parce que j'ai l'impression qu'on est un peu plus guidé en quelque sorte. On nous prend un peu plus par la main et il y a un peu plus un couloir que dans les RPG occidentaux. Et c'est dommage parce que typiquement des jeux comme Cyberpunk, là, on est totalement dans les univers qui devraient me plaire, quoi. Quand je vois le truc, j'ai l'impression d'être dans Blade Runner un peu. T'as des grosses références à Blade Runner. Même t'as un personnage qui est designé et tu fais toi tu viens de Blade Runner. C'est typiquement. Et il y a plein de références à toute cette culture cyberpunk, à plein de films, à plein de machins, et c'est vraiment top. Après, c'est peut-être juste effectivement pas ton type de jeu et c'est pas grave en fait. Ouais, non, mais c'est clair. Tu t'en passeras et tu trouveras un autre jeu dans ce thème-là. Je pense que je le testerai quand même. Effectivement, au lancement, moi j'avais été refroidi par notamment toutes les histoires de bugs, etc. Si tu joues je sais sur que console. moi ça me tue, quoi. Si tu joues sur console, si tu joues sur PC, t'auras. Ouais, mais ça c'est le genre de jeu auquel je vais plus facilement jouer sur console que sur PC. C'est comme à l'époque j'avais essayé Skyrim. Ouais. Et je sais que tout le monde a adoré Skyrim, quoi. Et moi, ça me rendait ouf, parce que quand je voyais une créature qui restait bloquée à cause d'une branche d'arbre, je disais, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et mais non, mais ça. Tu commences juste Cyberpunk, tu te fais la première partie du jeu, et après tu rencontres le personnage de Keanu Reeves, et tu kiffes. Juste tu kiffes, parce qu'il a fait un boulot de dingue. Alors moi, je suis une fan de Keanu Reeves, donc tant pis si les gens n'aiment pas. Je trouve assez marrant, il a beaucoup d'autodérision, et dans ce jeu, il fait juste son personnage, c'est juste... C'est un personnage que t'adores détester, vraiment. Et c'est à l'opposé de ses rôles de d'habitude. Et c'est hyper... rien que pour les interactions que t'as avec son personnage, t'es là devant ton PC en mode mais lâche-moi. Voilà, c'est vraiment fun. Donc tu testes et on en reparle. Ok. Eh bien moi de mon côté, alors là, jeu qui n'a absolument rien à voir. En ce moment, je suis à fond sur Puyo Puyo Tetris. C'est bien aussi. Donc là, clairement, on est dans un autre registre. Pour ceux qui connaissent pas, je pense que Tetris, tout le monde connaît. Puyo Puyo, on est aussi sur un genre de puzzle game en quelque sorte. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant avec Puyo Puyo Tetris, c'est que il y a un mode de jeu qui mélange en fait les deux. C'est-à-dire qu'on a à la fois des espèces de briques de Tetris qui arrivent et donc il faut faire des lignes, etc. Sauf que de temps en temps, ça switch et à la place, c'est des petites bulles de Puyo Puyo. Sauf que ça rentre pas forcément dans ce que toi t'avais prévu avec tes briques de Tetris. Et là où le jeu est vraiment bien foutu, c'est que déjà jouable en local de 1 à 4 joueurs. Et tu peux jouer vraiment soit à Tetris, soit à Puyo Puyo, soit à Puyo Puyo Tetris. Donc trop cool. Moi c'est le genre de jeu que je kiffe parce que on parlait tout à l'heure de gameplay et là on fait pas plus efficace, quoi. C'est du plaisir de jeu instantané. Et quel plaisir, notamment quand tu joues avec d'autres personnes. Quand tu fais sauter des lignes de ton côté, elles apparaissent chez le voisin, quoi. Comment tu pourris le jeu. Exactement. Donc en fait, tu vas essayer de faire grimper ton truc et de laisser juste une fente pour faire rentrer une grande barre bleue là, de 4 pour essayer d'enchaîner des 4 à ton voisin. Enfin, trop cool. Le jeu est hyper efficace. Moi typiquement c'est le genre de truc que j'adore, quoi. Là j'en fais un petit peu tous les jours et j'ai découvert pour la première fois, alors je sais pas si c'est le cas dans toutes les versions de Tetris, mais j'ai réussi à finir Tetris. Je savais même pas que c'était possible, je pensais que c'était sans fin. Et là dans le mode de jeu uniquement Tetris, je suis allé tellement loin. Alors à la fin ça va hyper vite, c'est horrible, mais on peut finir le truc, quoi. Faut pas être épileptique, quoi. Devant ta Switch. Mais à la fin, c'est un truc de malade. Mais du coup, la découverte. Et alors, j'ai pas vu. Ça doit être un certain nombre de lignes en fait qui fait que tu as fini le jeu. Et du coup, là, mon challenge, donc j'ai dû réussir à finir 2-3 fois. Sauf que l'objectif maintenant, c'est de réussir à le finir avec le score le plus élevé. Et forcément, quand tu fais des Tetris, en gros, quand tu fais sauter 4 lignes d'un coup, tu gagnes plus de points que quand tu fais plein de lignes de 1. Quoi. Bref, très cool. Je sais pas si c'est le genre de jeu auquel vous aimez jouer. J'y joue pas forcément des masses, mais je sais quand on se retrouve avec les copains, des trucs comme ça, c'est le truc qui est facile à sortir. Puis peut-être en termes de règles ou trucs comme ça, c'est pas trop compliqué. Oui, t'as pas besoin de passer 10 minutes à expliquer comment ça fonctionne. Au pire, tu testes, tu perds, et puis voilà. Ouais. Mais oui, c'est plutôt marrant. Ça, c'est les jeux pour savoir qui va faire la vaisselle, tu vois. Moi, j'ai pas testé Puyo Puyo Tetris, ni Puyo Puyo d'ailleurs. Ouais. Mais c'est le genre de jeu j'aime bien aussi, en fait, parce que je parle des gros jeux là, qui te prend du temps. Mais en fait, c'est vachement bien d'avoir toujours des petits jeux comme ça où tu sais que tu peux allumer ta Switch ou ta console et tu vas y jouer un quart d'heure, 20 minutes, et puis après, t'arrêtes et tu repasses à autre chose, et c'est assez
c'est assez bien d'avoir ces alternatives, mais du coup, ça... Moi, j'aime bien cet esprit de jeu un peu arcade au final. Tu peux faire une session comme tu peux en faire 400 et tu peux y jouer à la cool comme tu peux essayer de devenir un gros hardcore sur le jeu et essayer de taper les meilleurs scores. Et ça marche assez bien. Toi, c'est des jeux qui te parlent, Marion ou... Oui, j'aimerais bien y jouer en fait à Tetris, Puyo Tetris. Ouais. Je pense que ça serait marrant après... Comme tu dis, qui fait la vaisselle, ça peut être marrant à décider. Ouais, faire des challenges dans le genre. C'est... Après, moi personnellement, ça me fait un peu penser à d'autres jeux. Il y avait d'autres jeux sur téléphone où il fallait faire des calculs là. Je sais plus, avec les 2048, non, c'est pas ça? Oui, c'est ce genre de truc. Ça me fait un peu penser à ça. Après, l'histoire de jeux d'arcade, etc., on peut jouer à plusieurs, là, ça me faisait penser à Mario Party, parce que j'ai joué il n'y a pas très longtemps, qui est assez marrant. Party game, ouais, voilà, c'est ça, faut réussir à se... T'as déjà testé le nouveau sur Switch, là? Oui. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, non? Ouais, je l'ai testé, justement. Ouais. C'était assez marrant, parce que du coup, on essayait d'embêter l'autre en jouant sur sa console en même temps. Ah mais ça c'est trop bien les party games. Enfin, moi c'est un truc que je kiffe aussi. La grande époque de Mario Party 5 là sur GameCube. Je sais que moi c'est en party game, c'est vraiment les WarioWare parce que c'est débile et du coup ça rentre dans la catégorie de jeux que j'aime. C'est absolument débile mais c'est fun. Et voilà, ceux-là me font vraiment marrer aussi. Mais là quand tu parlais de 2048, ça m'a fait penser à un truc et c'est vrai que j'avais oublié, mais en ce moment je passe dès que je traîne, tu vois, je joue un jeu sur téléphone. En fait, il y en a deux, il y en a un qui s'appelle 0HH1 et l'autre il s'appelle 0HN0. En gros, ça fait Oh No, quoi. Et c'est trop bien. En gros, c'est aussi des jeux un peu style puzzle game sur téléphone. Et là, en fait, tu as une grille de chiffres et il va falloir... c'est à mi-chemin entre le 2048 et le Sudoku. Sauf que là, vraiment, le concept marche trop bien, mais à expliquer, c'est trop compliqué parce que c'est des jeux qui sont hyper visuels. En gros, si tu choisis un niveau 9, en fait, tu as une grille de 9 sur 9 et il y a un certain nombre de chiffres dans une bulle bleue qui apparaissent sur l'écran. Et en gros, qui va nous dire, cette bulle, elle voit tant de bulles dans son champ de vision et qui sont collées à elle. Donc typiquement, si j'ai un 1, eh bien, il peut y avoir qu'une autre bulle bleue qui est collée. Et donc moi, je vais pouvoir... Ça fait un peu comme le démineur, en fait. C'est ce que j'étais en train de dire. Ouais, il y a un peu de ça. C'est vrai que... Ouais, en gros, à mi-chemin entre 2048, le démineur et je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, et le Sudoku. La fusion. Pas mal, je vais noter ça. Ouais, par contre, c'est le genre de jeu auquel tu tombes accro, quoi. C'est horrible. C'est-à-dire que... tu te mets un timer sur ton téléphone, si tu passes plus un quart d'heure, 20 minutes, hop, ton téléphone se bloque. En mode, non, t'as trop joué à cette app. Typiquement, moi, ma compagne, elle a carrément désinstallé de son téléphone parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle passait beaucoup trop de temps dessus, en fait. Toi, c'est le genre de truc où tu vas facilement le sortir quand t'es en pause au WC, par exemple. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que, en fait, t'es assis depuis 45 minutes. Et du coup, ça marche très bien. Moi, mon préféré entre les deux, c'est celui que je vous ai montré, là, le Oh No, donc 0HN0, avec un espace entre les deux. Et très, très, très efficace. Et là aussi, ce qui m'étonne, c'est que le jeu est gratuit et il n'y a pas de publicité. Donc, c'est vrai que je ne suis même pas allé fouiller. C'est bien ça. Mais je ne sais même pas quel est leur modèle économique que je revérifie. Je ne sais pas s'il y a un mode premium ou autre. De toute façon, t'as pas besoin d'aller jouer à un jeu vidéo aux toilettes. Tu regardes juste des vidéos. Tu peux rester 1 heure aux toilettes juste à regarder une vidéo. Ouais, mais moi, ça me rend moins accro, tu vois. Ça, vraiment, c'est un truc de fou. Mais ouais, je vois même pas leur modèle économique parce que je suis en train de réfléchir à ça. Ouais, peut-être qu'il y a moyen de payer pour avoir des trucs supplémentaires, je sais pas, mais... je dois être à un sacré paquet d'heures de jeu quand même et j'ai pas souvenir d'avoir vu une publicité ou peut-être au lancement du jeu, je sais. Non, je crois pas. Bref. Ce qui est vachement chouette, c'est qu'on parle depuis tout à l'heure de plein de jeux hyper différents. Que ça soit dans le gameplay, dans le plaisir qu'on en retire, dans pourquoi on y joue, entre le jeu où tu t'assois et tu veux vraiment une expérience immersive, et puis l'autre où tu vas jouer aux toilettes parce que t'as 5 minutes à perdre et qu'en fait tu perds 45 minutes. C'est clair. Inspiré dans le void du jeu vidéo. Mais
Il y en a pour tous les goûts en fait. Ce que plein de gens qui jouent pas aux jeux vidéo comprennent pas, c'est que t'as pas que le Witcher. Et t'as pas que Mario. Et t'as plein de nuances entre les jeux. On en parlait l'autre jour, les Phoenix Wright. Le jeu mi-enquête, mi-puzzle, tu te prends pour un avocat dans ta cour de justice. Et puis des point and click plus traditionnels comme Pirate Island ou moi j'adore The Cave. Si vous avez jamais joué à The Cave, il faut jouer à The Cave. Day of the Tentacle aussi. Je l'ai pas fini, mais en truc débile aussi. Voilà, ça fonctionne. Non, mais les point and click débiles, il y a quand même du bon filon parce que Pirate Island c'est pas mal dans le genre. Faut réfléchir vraiment bien parce que sinon, dans Day of the Tentacle, tu voyages entre 3 temporalités. Donc une action que tu fais dans le passé, quand tu vas retourner dans le présent, dans le futur, il peut y avoir, tu peux le retrouver la chose. Ce qui me fait dire qu'il y a un genre de jeu qui, pour le moment, n'a pas été assez développé et qui serait cool. Et je pense que là-dessus, tu vas me rejoindre. Moi, je suis un gros fan d'escape game. Ah ouais. Et du coup, en jeu de société, il y en a des cools aussi, mais en jeu vidéo, il y en a très peu. Je crois avoir vu une vidéo il n'y a pas longtemps, justement, où un studio justement, qui faisait des escapes en physique s'est mis à faire des escapes, mais du coup avec de la VR. Ah oui, ok. Qui s'est vraiment lancé sur des escapes comme ça. Donc, comme c'est des gens qui en font en physique. Parce que je crois que dans un précédent podcast, j'en avais présenté un sur téléphone que j'avais découvert qui s'appelait Rime, R-I-M-E. Qui n'est pas le Rime qu'on connaît sur console, et qui est assez sympa. Mais je me dis que c'est quand même un truc à aller gratter, quoi. En plus, il y a tellement de succès des escape games et tout. Moi, typiquement, c'est le genre de truc je pourrais en faire. Vrai, je sais pas, peut-être. Mais regarde, en jeu de société, ça marche trop bien. Il y a peut-être le côté de la rejouabilité, parce que tu vois, tu as un escape même en carte, en jeu de cartes, tu vas payer ta boîte un certain prix avec 3 scénarios que tu peux faire avec des amis. Alors que sur console, ou si tu es tout seul devant ton écran, déjà, tu n'as pas le côté tu joues à plusieurs. Ou alors, si tu joues à plusieurs, et rejouabilité, peut-être que les studios s'en emparent pas parce qu'ils disent que ça plairait pas pour ce truc-là. Moi, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. J'en avais fait un dans un navigateur une fois qui était grave cool. Tu commences dans une pièce, il y a juste une chaise et tout. Et en fait, tu vas cliquer à droite à gauche et tu vas te rendre compte que... sur la porte, tu peux dévisser un petit truc avec ta souris et tout. Enfin, moi, ça me ferait trop kiffer. Quitte à ce que ce soit... tu vois, pourtant, je suis pas hyper fan des trucs des maths et tout, mais un modèle économique où les gens, ils s'abonnent bien pour des abonnements à Dofus et compagnie. T'as un truc où t'as un abonnement et je sais pas, t'as un nouvel escape game tous les mois ou quelque chose comme ça. T'as des jeux comme ça. T'en as un, je crois qu'il a été lancé par Arte. Faudrait regarder sur la plateforme d'Arte. J'avais vu un truc. Et c'est audio. T'es sur une radio et tu dois. C'est une sorte de. Je sais pas si c'est à cheval entre de l'escape et de l'enquête, du puzzle game ou un truc comme ça. Et tu dois, en entendant des trucs, tu dois diffuser des programmes et en fonction de ce que tu diffuses, ça modifie les lignes d'infos. Et t'en as un autre qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a Broadcast dans le titre. Mais là, c'est pas par Arte, c'est un autre. Mais je l'ai fait sur Switch. C'est un jeu esthétique 2D là. Je sais pas si c'est en 2D ou vieille FMV, en mode fausse vieille FMV, où tu dois diffuser de la propagande, mais en fonction de ce que tu diffuses, tu vas pouvoir changer. Genre, t'es dans un pays de l'Est dans les années 70. Il y en a, ils en ont parlé dans la photo-jeu vidéo. Ça avait l'air assez faut que je fun. regarde sur mon compte Sens Critique, mais c'est pas Ministry of Broadcast ou un truc dans le genre ? Non, c'est pas celui-là. Ça, il est sur Switch, mais celui dont je te parle, c'en est encore un autre. Il faudrait que je retrouve le titre exact. Parce que ça, par contre, j'ai pas trop kiffé. J'ai trouvé ça un peu lourd. Ministry of on l'a en Switch là-bas. Ah mais oui, d'accord, donc je vois très bien lequel c'est. Oui, ça avait l'air très rigide. Ouais, c'est dommage parce que le concept est cool aussi. Mais je pense, j'ai l'impression que ça se développe, ce genre de jeux qui sont à cheval entre le puzzle game et l'escape, où en fonction de ce que tu fais, tu t'hésites pas mal et ça, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Donc ça va peut-être venir sur... Un jeu très cool que j'ai rattrapé il y a pas longtemps, c'est un jeu indé qui date d'il y a quelques années et que j'avais pas fait, c'est comment ça s'appelle, Paper Please. Ah, c'est trop bien. Ouais. Et il y en a un qui est sorti assez récemment, alors que j'ai noté parce que je vais pas me rappeler le titre évidemment. Not Tonight. Et c'est assez récent, c'est un peu sur la même veine. Et au lieu d'être pareil dans un pays de l'Est à contrôler les papiers, là t'es une sorte de videur. Alors t'es dans un monde aussi
plutôt contemporain, mais où tu es en prison. Enfin, voilà, le début est assez étrange, on ne sait pas trop pourquoi on est là, mais on nous impose d'aller travailler certains jours pour pouvoir s'en sortir. Et du coup, voilà, c'est contrôler les papiers, les billets des gens quand ils rentrent dans un événement, ce genre de choses. Donc vraiment la même base que Paper Please. Et je me suis bien marrée à le faire aussi. J'ai pas fini non plus, mais c'est trop bien. C'est à la fois génial et abominable ce genre de jeu. Là, j'ai fait pas mal de sessions de Paper Please et en gros, pour ceux qui connaissent pas, le principe de Paper Please, c'est que dans ce qui semblerait une espèce de dictature soviétique, on n'est pas sûr à 100%, mais ça a l'air d'être ça. On joue le rôle d'un garde-frontière qui doit contrôler les passeports des gens avant de les laisser rentrer sur le territoire. Et en gros, tous les jours, alors nous, on est juste dans notre petite cabane et il y a des gens qui vont défiler, qui vont présenter leur passeport ou non. Et on reçoit des directives. Donc, le ministère a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, en plus d'un passeport, il faut que les gens aient un permis de travail sur le territoire. En plus de ça, pour les gens qui viennent de tel pays, il faut vérifier qu'ils aient telle ou telle chose. Et donc nous, on va être le garde-frontière et on va décider de laisser rentrer ou non des gens. Sauf que des fois, tu as des gens qui vont arriver et qui disent « mais c'est une question de vie ou de mort, laissez-moi rentrer », mais ils ne correspondent pas aux critères. Donc tu dis « est-ce que je prends le risque de laisser rentrer ?» et du coup, qu'on me retire de l'argent sur ma paye, sauf que en plus, en fin de journée, on nous dit « votre femme, elle n'a pas assez mangé, donc elle tombe malade, etc. » C'est horrible. Il faut payer le loyer, le chauffage, et si c'est pas c'est le cas, ça, c'est abominable. Il y a des conséquences derrière. Est-ce que tu te laisses corrompre par des gens qui rentrent ? Et des fois, tu te rends compte qu'il y a un mec qui correspond à tous les critères, il est rentré, et au moment où il passe la frontière, il fait péter une bombe. Et t'es là, oh my god. Ça doit te mettre dans un état de tension nerveuse, ce genre de jeu. T'es tendu, parce qu'en fait, au début, ça va être simple, on va te dire, tu contrôles juste qui vient de tel pays et que la date est bonne. Et en plus, il faut aller vite. Mais oui, c'est ça, t'as un temps imparti. T'as un temps imparti pour faire. Ouais. Au bout d'un moment, t'as un gars des forces armées de la frontière, donc un de tes collègues qui vient te voir et qui fait à chaque fois qu'il y a un mec qui part en prison, nous on reçoit une prime et tout, donc dès qu'il y a un mec sur qui t'as un doute, envoie-les-nous et tout. Et t'es là, oh mon Dieu, quoi, c'est horrible. C'est horrible. Et en fait, à ta première partie, c'est sûr qu'au bout d'un certain nombre de jours, tu vas perdre. Et ensuite, tu refais. Sauf que tu le refais, tu as gardé en tête tout ce qui s'est passé et il se repasse la même chose. Et du coup, tu vas refaire le même jeu, mais des fois avec des choix différents. Ou au contraire, tu sais qu'un tel, si tu le laisses passer, il va se passer ça. C'est horriblement génial, j'ai envie de dire. Franchement, parce qu'on m'en avait parlé et je me disais, putain, un jeu où juste tu es dans une cabane et tu laisses ou non passer des gens, c'est quoi l'intérêt ? La tension, en fait, elle monte. Génial. C'est génial. Et donc, par moment, tu peux te laisser corrompre. Donc, tu te laisses corrompre, donc tu gagnes plus d'argent que ce que gagne normalement un garde-frontière. Et le lendemain matin, on me dit, ah ouais, mais du coup, vu que vous avez choisi de prendre un meilleur logement qui a pas de problème, etc., les voisins vous ont dénoncé et ont dit que c'était pas normal qu'un garde-frontière soit capable de se payer ce type de logement. Et du coup, tu as un contrôle et on découvre que tu as été corrompu. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça. Oh my god, quoi. Et tout ça en jouant quasi tout le temps sur le même écran. C'est-à-dire que ton écran, c'est toujours la même chose et tout. C'est ouf. Et tu as plein de petites mécaniques qui sont cool. Donc, tu prends les passeports, tu les tamponnes, tu peux vérifier les empreintes digitales. Des fois, il y a des trucs de rayon X pour vérifier si les gars, ils n'ont pas une bombe sur eux. Sauf que c'est horrible parce que tu vois des espèces de photos d'eux à moitié à poil et tout. Enfin, c'est très bien fait. Je pense que c'est ça, c'est horriblement génial comme jeu. Comme quoi, tu vois, on peut jouer sur la tension et pas forcément sur des écrans, sur du design... de l'action, folie, en fait, de l'action et de la tension. Là, ça joue sur ta tension nerveuse, c'est quand même assez chouette. Mais il y a pas mal de jeux comme ça qui partent d'un concept tout con et qui marchent trop bien, tu vois. Tu voulais peut-être... Ouais, non, c'est pas tout à fait dans le même genre parce qu'on en a discuté ensemble. Je sais que toi, t'as pas accroché, mais moi, j'ai eu cette espèce de tension nerveuse où à un moment, j'ai dû poser ma souris et mon clavier en mode je vais aller faire une pause, puis je reprendrai après. Je sais pas duquel tu vas parler. C'était Life is Strange. Je sais que toi, tu t'es un peu ennuyé par les trucs annexes, mais moi, je me suis pas... Je sais pas si d'ailleurs j'en ai fait beaucoup de ce genre de quêtes annexes. Je suis vraiment rentrée dans l'histoire. Et il y a des moments de tension où en fonction des choix que tu as fait, parfois super anodin à un moment, tu te prends une situation dramatique. Enfin, je pense à un truc dans l'épisode 3 et tu es là en mode alors, si je me foire, il va se passer un truc horrible et tu as la tension qui monte et tu comprends pas toujours ce qui se passe autour de toi. La fin de l'épisode 1 aussi.
Ouais, bah, tout est comme ça. Et il y a ce genre de... Je ne me rappelle plus épisode par épisode. Donc, Bah, en fait, moi, je crois que j'ai fait que 2 épisodes. Bon, de toute manière, le jeu, il commence à dater. Et en gros, il y a une situation critique à la fin de l'épisode 1 où il y a quelqu'un qui a envie de se suicider. Et en fonction de tes choix... C'est à la fin. Ah ouais, je pensais pas que c'était si tôt, tu vois. C'était à la fin de l'épisode, dans l'épisode 3 pour moi. Ou... Ah, c'est... Ah ouais, ou l'épisode 2, mais c'est pas dans le premier épisode. Ah ouais, mais bon. J'ai plus en tête. Mais c'est celle-là dont je parlais, cette situation-là. Mais en fait, moi, ce que je reproche un peu à ce jeu, c'est que pour certains moments de tension comme celui-ci, en fait, on a plein de phases entre qui sont... moi, j'ai souvenir, j'ai des flashs là d'une séquence où je sais plus, on est à côté d'un train, il faut récupérer des... Ah oui, ça c'est chiant. Mais ça prend 3 plombs. Dans mon souvenir de jeu, je pense que c'est pareil. En fait, ça t'élude et tu gardes Ah pas. mais il y a plein de trucs comme ça. Il y a un moment où je crois que t'es à côté des dortoirs aussi et juste t'es là en train de... Tu discutes avec les gens, tu fouilles et tout, et c'est long, Alexis, il a gardé en tête les moments chiants, et toi et moi, on a gardé en tête les moments tendus. En fait, j'ai kiffé les moments de tension, tu vois. J'ai bien aimé aussi l'espèce de flashback où t'es là en train de te dire, mais elle a des pouvoirs ou quoi ? C'est quoi le délire ? Du coup, comme je suis pas allé au bout, j'ai pas la résolution de toutes les choses. Mais donc il y a toutes ces phases où je dis, ouais, c'est enthousiasmant et tout, mais j'ai l'impression de tellement m'emmerder que tu vois... je me suis plus... Vu que j'ai arrêté, ça veut dire que l'ennui que ça m'apportait était plus fort que les phases d'émotion. Quoi. Ce qui est dommage, parce que typiquement, moi, c'est le genre de jeu qui pourrait me plaire. Parce que, par exemple, moi, j'aime bien, alors qu'il n'y a pas beaucoup de gameplay dedans, mais les jeux de Quantic Dream. Oui. J'ai joué à comment ça s'appelle Detroit Become Human. Heavy Rain. Non, c'est pas Heavy Rain, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et un autre, mais je ne me rappelle plus. J'ai plus en tête l'autre tous les titres. Non, c'est pas The Last of Us, c'est un titre. C'est un titre un peu genre The Last of Us, mais c'est pas The Last of Us. C'est pas Wolf Among Us ? Non, ça c'est un point and click. J'ai un trou de mémoire. Celui où elle fait de la guitare. Oh là là, en plus j'ai bien aimé avec Ellen Page, ouais, t'as raison. Enfin, Elliot Page maintenant. Ouais, attends, comment ça s'appelle Beyond... C'est quelque chose, ça, c'est Beyond quelque chose. Beyond Two Souls. Beyond Two Souls, c'est ça. Oh là là là. C'est des jeux pareils sur la tension. T'es sur la tension nerveuse ou c'est plus comme Life is Strange avec tu peux des avoir choix une tension parce que on va dire que tu peux faire ton déroulé, faire tes choix, etc. Mais tu as des moments où va y avoir de la tension et tu vas t'obliger de choisir vite des choses et derrière il y aura des conséquences. C'est des jeux qui sont un mi-chemin entre le jeu vidéo et le film. En fait, c'est quasi que des cinématiques où tu vas faire des choix. T'as des petites phases de gameplay, mais elles sont pas hyper lourdes. Pas mal de QTE. Alors, c'est pas au niveau d'un bon film, hein, mais en fait, ce qui est cool, c'est de te rendre compte quelle direction ça peut prendre en fonction des choix que t'as fait. Et tu vois tout l'arborescence, en fait, aussi. Quand t'as fini ton chapitre, tu vois l'arborescence se dessiner pour toi et tu vois, en fait, tout le reste que tu n'as pas fait encore et qu'éventuellement, tu peux refaire en refaisant une partie. Et c'est un peu moins rigide qu'un Telltale, parce que j'ai joué il y a pas très longtemps au premier Batman. Je sais pas si vous l'avez testé celui-là. En fait, c'est surtout qu'il y a très peu de gameplay. En fait, ça va juste être souvent des petits choix. Des séquences. Mais Telltale, en fait, le truc, c'est que ça a essoufflé à mon avis, parce qu'une fois que t'en as fait un ou deux, parce qu'au départ, c'était trop bien. Moi, je me souviens à l'époque du Walking Dead, quoi. Ouais, moi j'en ai fait plusieurs aussi. Ceux-là, je les ai pas fait pour le coup. Walking Dead, c'était un des premiers, si je me trompe pas. Moi, j'ai fait le premier Batman. Ils en ont deux, c'est un diptyque. J'ai fait le premier avec où il y a le pingouin. De Telltale Series, là. Ouais. Et en fait, j'ai fait celui-là et j'ai bien aimé parce que je suis une fan de Batman et j'ai bien aimé ce qu'ils faisaient. Enfin, il y a un espèce de retournement et ils ont utilisé l'histoire personnelle de Batman d'une façon que j'avais pas lue dans les comics et que je trouvais vachement intéressante à explorer. Le personnage du Joker qu'on croise, il est vraiment bien réussi. Ça fait un Joker assez intéressant, différent de qu'on peut voir, ce qu'on a pu voir ailleurs. C'est aussi un truc qui me plaît bien, de voir le même personnage que tu as vu ailleurs et en fait c'est pas le Joker de Nicholson, c'est pas le Joker de tel comics, c'en est encore un autre avec ses petites variations. Je suis du dessin animé des années 90. Oui, c'est clair. C'est mon préféré. Celui-là, ce dessin animé déchire tout de toute façon. Franchement, c'était cool. Mais celui, c'est le dessin animé qui a inventé Harley Quinn, donc on peut déjà dire que... Ah ouais, elle avait jamais été vue dans un comics avant. C'est ce dessin animé qui a inventé Harley Quinn. Il y a quand même quelque chose. Mais par contre, j'ai bien aimé mon expérience de jeu parce que j'aime bien Batman.
Mais en regardant, il y a plein de moments en fait on te dit de faire des choix, on te dit machin s'en souviendra et tout, et en fait tu regardes à la fin, tu fais ça n'a eu aucune importance. Oui. Que je choisisse l'un ou l'autre, ça n'a aucune importance. Ça, je l'avais pas du tout ressenti dans le Walking Dead. Alors, il y avait le côté cruel celui-là. où t'as un mec qui est en train de crever, il y a un zombie pas loin. Est-ce que tu le sauves ou est-ce que tu le laisses ? Et t'es là. Mais pourquoi je dois faire ce choix ? Et en plus, ce qui est horrible, c'est qu'à la fin, tu voyais les choix qu'avaient fait les autres. Oui, ça tu peux voir. Et ça, j'adore. Comme dans Catherine, ça, j'adore ça, il faut ce que j'y genre joue. de truc. Catherine, ça me... Je l'ai à la maison. Moi, c'est dans mon top 10 jeux ever. Et t'as joué à l'ancien ou au nouveau ? Ils en ont ressorti un nouveau. J'ai tout fait. Okay. J'ai fait plusieurs fois l'ancien, j'ai fait 2 fois le nouveau. Okay. Et alors, tu peux commencer avec le nouveau, mais pour moi, il y a un vrai plaisir à faire une première fois l'ancien et ensuite faire le nouveau, parce que du coup, tu vois ce que fait... là, je cache pas, parce que le marketing est basé là-dessus, sur le fait que c'est plus un triangle amoureux, c'est un carré, c'est-à-dire qu'on rajoute encore un nouvel élément dedans. Catherine, quoi. Une autre Catherine. Exactement. Qu'on appelle Rin, en fait, R-I-N. Ah ouais, non, mais c'est trop bien comme jeu. Il faut que je teste. C'est quoi, du coup, Catherine, comme histoire ? Alors, Catherine, c'est vraiment une curiosité, ce jeu. C'est un jeu déjà très japonais. Le principe, en gros, c'est que tu incarnes un mec qui s'appelle Vincent, 30 ans. Tu sens qu'il est à la limite de la crise de la trentaine, on va dire. Un peu paumé, quand même. Ouais, c'est ça. Il est dans une relation de couple avec une fille qui semble un peu être la copine parfaite, etc. Mais tu sens qu'elle commence à avoir des envies d'un peu plus, donc pourquoi pas mariage, enfant, et voilà quoi. Et Vincent n'est pas prêt. C'est ça, jusqu'au jour où un soir dans un bar, il picole avec des copains, ses copains ils partent, et va arriver une fille qui porte le même prénom que sa copine, et le lendemain matin il va se réveiller dans le même lit qu'elle, sauf qu'il a aucun souvenir de la veille. Donc il va penser que c'est l'alcool. Et en fait, le jeu se divise en 2 parties. Tu vas avoir les phases de jour, en quelque sorte, où tu as des cinématiques pour voir un peu l'avancée du jeu, et des phases où tu es dans le bar, et là, tu vas décider de picoler, de discuter avec les gens, de répondre au nom au téléphone quand ta copine t'appelle, de répondre au nom au texto. Bref, tu vas faire tous ces choix-là, et ça va avoir un impact sur ta jauge positive ou négative, on va dire. Et tu vas avoir les phases de nuit où en gros tu es au purgatoire, et là ça se transforme en puzzle game, et en gros l'idée ça va être de grimper des espèces de montagnes de cubes, et tu as des mécaniques de jeu où tu peux tirer les cubes, monter dessus, etc. Et en gros on te présente ces phases nocturnes comme un peu la punition des choses que tu as fait pendant la journée, quoi. Et en plus à la fin de ces phases de purgatoire tu es dans une espèce de confessionnal, c'est ça ? Où en gros, tu as une espèce de voix diabolique qui te pose des questions. Et par exemple, je sais pas, c'est des questions qu'on a pu déjà tous se poser, quoi. Mais voilà, c'est des choix horribles, et en fonction de ce que tu votes, tu as une jauge qui va aussi évoluer, et qui peuvent te mener dans la première version du jeu vers 7 fins différentes, qui sont soit assez banales, et ça paraît évident, ça va être le mariage avec ta copine, à des trucs beaucoup plus absurdes, et là je vais pas trop en dire parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent découvrir, donc voilà. Et là du coup il y a une nouvelle version du jeu qui est arrivée où il y a un 4e personnage qui arrive dans la boucle, une jeune fille qui a l'air un peu innocente, look d'écolière et tout, qui s'appelle Rin, et qui va apporter du coup de nouvelles problématiques, quoi. Et c'est un jeu qui est aussi flippant que hilarant, mais vraiment je me tape des barres, et en plus les boss des phases nocturnes font référence à des trucs qui sont passés dans la journée. Donc en gros, si pendant la journée ta copine elle t'a parlé d'un éventuel bébé, etc., comme t'en fais des cauchemars, pendant la phase de nuit, l'espèce de boss au purgatoire, c'est une espèce de bébé, mais bébé horrible, c'est-à-dire un bébé avec un œil en moins, une tronçonneuse à la place de la main, etc. C'est abominable. Moi, c'est un de mes jeux préférés. C'est tellement japonais quand on parle. Tu sais y a que eux qui peuvent faire ça. Il y a que ça peut venir que d'eux, quoi. Et déjà un jeu dont la thématique est l'adultère, quoi, c'est quand même pas commun. Non, donc juste pour ça vaut le coup d'y jouer. Parce qu'au début j'ai cru que tu disais en fait il se réveille, il se souvient pas de ce qui s'est passé la nuit. Donc il s'est réveillé, il a aucun souvenir. En fait je me suis dit à un moment en fait à 30 ans il y a une deuxième personnalité en fait, une deuxième lui.
Je vais pas t'en dire plus parce que je vous dis. Voilà, je pense qu'on joue, Marion. Moi, j'ai pas trop de problème à ce qu'on me spoil, mais je sais que ça pose du problème à beaucoup de monde, donc c'est pour ça que je le dis pas. Non, quand je dis qu'il se souvient pas de la nuit, en fait, c'est que le matin, quand il se réveille, il sait qu'il s'est passé des trucs horribles pendant la nuit. Il a une espèce de souvenir un peu amer. Et en plus, chose que j'ai oublié de dire, mais en parallèle, tous les jours au JT, on apprend la mort de mecs du quartier, quoi. Et donc, pendant tout le truc, on se pose la question de, mais en fait, est-ce que c'est lié à ci, ça, ça ? Et les phases dans le bar, alors là où autant dans un Life is Strange, sur les phases où on discute, on s'emmerde un peu, là, c'est pas du tout le cas. Parce que les personnages sont hyper excentriques. Ils te racontent des trucs qui te font flipper. T'as une espèce d'ambiance sonore et tout. T'as un verre sur la table, tu peux décider de boire ou non, de recommander des verres. Et tout ça, ça a un impact. Tu vas recevoir des photos possiblement olé olé de quelqu'un, tu vas décider d'ouvrir ou non au texto et de répondre ou non au texto. Enfin, c'est tout ça, quoi. C'est top. Franchement, c'est trop bien. Ce jeu, il est trop bien. Et vraiment, les vraies phases de gameplay, c'est les phases de nuit, quand c'est une espèce de jeu de casse-tête où tu vas comprendre comment monter. Et si t'aimes bien les jeux un peu costauds qui ont un niveau un peu hardcore, parce que c'est vraiment dur, quoi. Alors le jeu, je crois que tu peux le faire en facile, normal ou difficile. Déjà en normal, c'est bien chaud. Alors dans la nouvelle version, t'es un peu assisté. Si tu galères trop, au bout d'un moment, tu peux demander à ce que ce soit le bot, en gros, qui fait le niveau à ta place. Par contre, tu perds toute une partie des gains que tu as dans la nuit, quoi. Donc voilà, il y a plein de trucs. C'est vraiment un jeu qui est exceptionnel. Enfin, j'aime trop. Dans le genre jeu japonais où tu sais que ça ne peut venir que d'eux. J'ai mon espèce de grosse frustration parce que je veux jouer à Doki Doki Literature Club. Ah oui. c'est le jeu mystère qu'on n'arrive pas à voir à la bib. Ouais. Mais ce genre de jeu qui a l'air de commencer tout kawaii, presque en mode jeu de romance à la japonaise où il n'y a que qui font ça. Ouais. Mais en fait, non. Et je suis hyper curieuse et j'ai très envie de tester. Parce que tu me parlais des jeux japonais. En fait, je crois que les jeux japonais auxquels j'ai joué, c'est les Phoenix Wright ou voilà, ce genre de... Ouais, ou les jeux Nintendo, quoi. Ouais, voilà, les jeux Nintendo. Mais sinon, celui-là, il me tente bien parce qu'il a l'air un peu barré aussi. C'est vrai qu'il y a toute une branche de jeux absurdes, quoi. Une époque, il y avait un jeu de séduction où c'était un jeu de séduction mais avec des pigeons. Voilà. Bah oui. Voilà, c'est ça. Il y a que pour faire des jeux comme ça. Se dire ça va marcher. Et se dire ça va marcher. Oui, et ça a marché. Ça a marché, oui, parce que c'est barré. Où il y a un jeu où tu incarnes Cupidon et le but c'est de balancer des flèches comme ça sur des écolières et tout. Enfin voilà, t'as des jeux mais qui sont fous et il n'y a que eux pour te faire ça, quoi. Moi j'aime bien alors pas tous parce qu'il y en a des fois, ok l'idée est drôle mais le jeu est pas cool, quoi. Dans le cas de Catherine c'est vraiment un très bon jeu, quoi. Là où d'autres... par exemple, alors je crois pas que ce soit un jeu japonais, mais dans les jeux absurdes qui marchent pas trop sur moi, ça va être des trucs genre Goat Simulator, par exemple. Ah oui. Simulation de chèvre où le jeu est fait exprès d'être totalement buggé pour faire. Donc, pendant 2 minutes, tu te marres, mais en fait, le jeu a pas trop d'intérêt, quoi. Mais ils sont quand même forts, ces Japonais. Ils nous sortent des trucs. Les jeux style comment ça s'appelle, Gang Beast, etc. Je sais pas si c'est Jap, ça. Je pense pas. Non. Enfin, après peut-être je dis n'importe quoi, mais j'ai pas l'impression. Ça je sais pas. Je vois que mais c'est pareil, c'est débile aussi. Hein. Ouais, ça marche bien. Je vois que ça fait déjà 1h15 qu'on discute. Yeah. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on présente tous chacun un dernier jeu. Parce que déjà, si on présente chacun un dernier jeu, ça va nous faire une jolie durée d'épisode. Donc là, l'idée, c'est de se dire, bon, vous avez certainement joué à pas mal de choses dernièrement, il faut en choisir un, là. C'est difficile. Ouais. Il y a trop de jeux. Qui veut commencer ? On va négocier. T'en parles là et après tu... C'est ça. Non, mais on va certainement rebondir. Donc, je vais parler d'un que j'ai commencé il n'y a pas longtemps qui s'appelle The Pedestrian. Ouais. Et c'est un jeu plutôt d'énigmes. En fait, vous allez incarner, vous voyez les panneaux de signalisation, il y a des petits bonhommes dedans, vous allez incarner ce petit bonhomme-là. Et il va y avoir différentes énigmes. Vous allez aller dans un panneau, il va y avoir une certaine mécanique. Vous allez aller dans un autre panneau, etc., etc. Et le but, parfois, quand vous en avez plusieurs, ça va être de les relier. Donc chaque panneau, c'est un gameplay différent, c'est ça ? Pas forcément, tu vas avoir la mécanique de sauter, etc. Par exemple, on va imaginer tu as 3-4 panneaux, tu vas devoir les relier
de telle sorte que tu puisses atteindre la sortie. Parfois, on va te demander d'aller récupérer certains éléments qui vont te permettre, par exemple, tu vas avoir un panneau plus grand que les autres et tu vas devoir récupérer 3 éléments qui vont te permettre de pouvoir poursuivre en fait tout simplement le jeu. Donc en fait, tu vas te déplacer dans la ville, dans le métro, etc. Mais toujours en passant par des panneaux ou des écrans. Donc déjà, les jeux d'énigmes, moi j'aime bien, tu peux les faire posément. Et c'est vraiment sympa, je trouve, d'avoir fait avec cet habillage-là et ces mécaniques-là. En fait, c'est pas complexe en soi à prendre en main. Tu as 3 boutons, tu te déplaces. Après, c'est se casser la tête à essayer de résoudre le genre de petit truc qui peut me... Et franchement, c'est très chouette. Et le fait que tu incarnes le petit bonhomme, tu te déplaces dans les feux de signalisation, etc. etc. Enfin, je trouve que l'habillage sert le gameplay, je trouve. Enfin, c'est très très chouette. Et je l'ai pas fini encore. Il dure pas très très longtemps, mais j'ai fait une bonne session l'autre jour et j'ai bien kiffé. C'est sur Switch ? Moi, j'y ai joué sur Xbox. Alors, ça doit être sur PC, c'est dans le Game Pass. Ah oui, ok. Ouais, donc après, il doit être sur Steam aussi, à pas très très cher, parce que je pense que c'est du petit jeu, quoi. Mais vraiment un bon jeu à découvrir. Je me rends compte que le choix va être difficile, puisque là, je regarde la liste des jeux auxquels j'ai joué dernièrement. Et il y en a bien 3 qui sont cool. Ah, on aura d'autres occasions, Tu t'es imposé tes propres limites, Alexis. Ouais. C'est surtout que je vois l'heure passer et on doit faire des choix. Ouais. Bon, moi j'hésite franchement entre 2 jeux différents. C'est pas récent parce que... Vas-y, dis-nous. J'hésite à vous parler de The Cave, qui est un vieux point and click, mais qui fonctionne toujours très bien. Et un autre de mes jeux préférés, plutôt en JRPG, c'est Mass Effect, la trilogie Mass Effect. Après, si c'est un de tes jeux préférés, moi j'ai envie que tu nous en parles, parce que... Mais après, peut-être que vous préférez The Cave. Un trou mental et... Allez, on va parler de Mass Effect. On verra s'il nous reste 5 minutes à la fin. Ça marche. Donc Mass Effect, c'est une trilogie qui remonte, parce que là, ils viennent de sortir une édition légendaire, donc remasterisée, remise au goût du jour, notamment pour aligner au niveau design le premier épisode de la saga qui commence à dater un peu, et le 3e, parce qu'il y a vraiment une différence là. Pour avoir rejoué au premier il n'y a pas très longtemps, tu vois que ça a vieilli. Tu avais joué sur ordi, ça ? Ouais, j'ai joué que sur PC au Mass Effect. Et c'est une de mes séries préférées. On est dans le même genre que Cyberpunk en termes de gameplay. C'est un monde ouvert avec des grosses quêtes, avec ce genre de gros jeu où tu vas devoir faire des choix, où tu vas devoir avancer ton personnage à une jauge qui augmente de pragmatique ou de t'as 2 jauges, soit plutôt conciliateur, soit plutôt rentre dedans, en gros, en fonction de ton style de jeu, si t'es plutôt diplomate ou un peu bourrin. Et donc on est vraiment sur ce type de jeu, et ce que j'aime particulièrement, c'est que les 3 forment vraiment une histoire complète. Tu pars du premier avec un point de départ, et à la fin tu arrives sur quelque chose d'énorme avec plein de personnages qui vont se rajouter. Là aussi tu peux jouer un homme ou une femme, donc ça c'est le genre de gameplay qui moi m'attire toujours. Donc pour celles et ceux qui ne connaisseraient pas Mass Effect, ça se passe dans le futur. On a découvert sur Mars des relais, ce qu'on appelle les relais cosmodésiques, qui est une technologie d'aliens qui nous permettent d'explorer la galaxie. Et donc en utilisant ces relais, on a rencontré plein d'autres espèces qui sont elles déjà organisées dans une espèce de confédération. Notre première approche s'est pas très très bien passée. On s'est pris une guerre dans le museau contre un autre groupe d'aliens, les Turiens. Et quand on commence le jeu, on est déjà plus d'une centaine d'années après cette découverte. On est déjà dans le monde. Les humains sont déjà intégrés dans cet espace. On a colonisé d'autres planètes. On a des entrées un peu partout. Et l'intérêt de base est plutôt politique. Maintenant, de faire en sorte que l'espèce humaine soit au conseil parmi 3 autres races extraterrestres très puissantes. Et on est plutôt là. Et nous, on va incarner un personnage qui s'appelle Shepard. Donc Jane ou Joe Shepard, et puis vous pouvez modifier son prénom. Qui est un militaire dont vous choisissez ses catégories, ses spécialités, c'est un peu son background. Est-ce que c'est un rescapé d'une tuerie ? Est-ce que c'est plutôt un héros de guerre ou une héroïne de guerre ? Ça influe sur l'histoire ou... Ça influe plutôt sur ta... Alors ça peut influer... Par rapport aux autres peut-être ? Ouais, c'est sur tes skills de base, principalement.
Et en fonction du parcours que tu choisis, tu vas avoir une ou deux missions annexes qui vont être un peu différentes, qui vont faire appel à ton passé, mais c'est pas fondamentalement, ça changera pas grand-chose. C'est vraiment plus sur tes skills de base, quoi. Qu'est-ce que tu vas maîtriser ? Est-ce que tu es plutôt à l'aise avec les armes ou plutôt tu vas maîtriser deux autres technologies aliens ? Voilà, c'est plutôt ça. Et il se passe que tu vas devoir rentrer, tu vas être nommé Spectre. Et donc Spectre, c'est un peu la police d'élite, la troupe d'élite de la galaxie, carrément. Et il y a des trucs qui vont partir en cacahuète extrêmement vite. Voilà. Et tu vas te retrouver sur le Normandie à gérer un vaisseau et à devoir sillonner l'espace pour comprendre pourquoi c'est parti en cacahuète. Et voilà, c'est un point de départ parce que l'histoire va prendre de la profondeur. Chaque jeu ramène une profondeur supplémentaire. Et c'est quand même vraiment un jeu qui a été pensé dans l'arc complet, puisqu'il y a la narration qui se rajoute est vraiment intéressante. Et t'as fait l'opus Andromeda aussi ? Ouais, que je conseille pas. Ok. Globalement, c'est les retours que j'ai eus aussi. Non, je conseille pas Andromeda parce que alors il y a deux problèmes principaux à Andromeda. Le problème est un problème narratif, c'est-à-dire qu'Andromeda, donc en gros Andromeda, c'est un vaisseau qui part pour explorer une autre galaxie. Donc les gens sont mis en stase dans le vaisseau et le vaisseau part dans l'univers et en fait tu les repiques 300 ou 400 ans après, quelque chose comme ça. Et ils sont partis au milieu de l'opus 2 de Mass Effect. Okay. Mais ce qui fait que quand tu reprends Andromeda, il y a des problèmes sur le vaisseau liés aux différentes races que tu as toi-même réglé si tu as joué dans Mass Effect, que tu as réglé dans la trilogie de base. Et donc repiquer des choses et devoir revenir sur les mêmes arcs narratifs, moi j'ai trouvé ça assez saoulant. Et en fait, par exemple, il y a deux espèces qui ne peuvent pas se supporter pour des raisons tout à fait légitimes. Et toi, tu as réussi à réconcilier les deux espèces dans le volume 3 de Mass Effect. Et là, tu les repiques et en fait, ils sont pas du tout au courant et tu repars sur les mêmes dynamiques. Et moi, j'ai trouvé ça assez frustrant. Ouais. C'est logique, mais c'est frustrant. Et globalement, c'est un jeu qui est très 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 long à démarrer, c'est très bac à sable, exploration, tu passes plein de temps à aller sur une planète, oh là là, elle est toute vide. Bon bah, on reprend dans le vaisseau et on repart. Je ne ferai pas. Il faut beaucoup d'heures de jeu pour arriver à trouver d'autres aliens dans Andromeda et moi j'ai carrément lâché, j'ai lâché parce que j'ai trouvé ça très ennuyeux. La trilogie originale. Ouais, clairement, elle vaut le coup. Il y a plein de personnages hyper intéressants, t'as plein de choses qui se passent et si t'aimes les jeux immersifs, si t'aimes la SF, bah, c'est bon quoi. Et si t'aimes les mondes ouverts, évidemment parce qu'on est sur le même principe. Il y a toujours un peu de farming à faire, donc faut pas être buté par le farming et puis voilà. Et ce qui est vachement bien pour finir avec l'édition qu'ils ont remasterisée, c'est que non seulement ils ont repris le game design, ils ont bien repris pour qu'il y ait vraiment une continuité, que tu puisses jouer au 3 sans avoir l'impression d'avoir 10 ans dans la vue entre le premier et le troisième. Ce qui est super agréable quand tu découvres cette série, si jamais t'as jamais joué et que tu veux tester. C'est vachement bien de partir sur la légendaire. Mais ils ont aussi intégré des remarques des joueurs et aussi des joueuses, parce qu'on parle souvent de sexisme dans le jeu vidéo. Dans l'opus 2, il y a un personnage qui s'appelle Miranda, qui est censé être l'humain parfait génétiquement, et t'as beaucoup de plans sur ses fesses. Ce qui est hyper lassant, alors surtout quand t'es une joueuse et que ça ne t'intéresse pas, si tes attirances personnelles ne te portent pas vers les autres femmes, c'est assez saoulant quand on veut t'expliquer que Miranda est parfaite de te montrer ses fesses, au lieu de te montrer qu'elle est intelligente, tout simplement. De gros lourds, tu vois. Assez, et beaucoup, même des joueurs ont dit, c'était peut-être pas essentiel de passer autant de temps sur les fesses de Miranda, et dans la version légendaire, ils ont repris les cinématiques et ils ont coupé. Ils ont fait des montages pour couper ces scènes et donc on a beaucoup moins de temps passé en vue gros plan sur le fessier de Miranda. La preuve qu'elles étaient nécessaires, c'est qu'on peut tout à fait s'en passer. Voilà. Donc ils ont pris en compte ces trucs-là et je trouve ça bien. Et pour moi, ça montre qu'il y a quand même des prises de conscience, que le jeu vidéo s'interroge, que peut-être aussi le monde du jeu vidéo se féminise. Il y a plus de joueuses, il y a plus de game designers, des femmes dans ce processus-là qui disent peut-être qu'on peut montrer les choses différemment. Elle reste quand même super bien fichue, mais c'est peut-être pas la peine de passer 5 heures de jeu à chaque fois qu'on la voit. On a ce gros plan-là. Donc c'est un petit plus qui, je trouve, je me mets intéressant. surtout à la place du mec.
dont c'est le boulot de modéliser ça et de faire des gros plans sur son... Je dis, t'as le pauvre gars, ces journées, c'est ça. Il y en a que ça peut intéresser, mais c'est assez vite limité, en fait. Et puis, c'est pas nécessaire sur le personnage. On passe pas autant de temps sur les fesses de Garus. Donc, pourquoi passer autant de temps sur les fesses de Miranda? Et qu'est-ce que ça raconte surtout sur ce que les gens qui conçoivent les jeux pensent des joueurs aussi, tu vois, c'est pas forcément très flatteur non plus. Non, c'est clair. C'est clair. Comme tu dis, il y en a certains peut-être qui vont trop bien, mais je pense que la majorité, c'est juste qu'ils sont gonflés au bout d'un moment. Et surtout que Mass Effect, ça a été un des premiers gros jeux comme ça où tu as eu un choix de romance, parce qu'évidemment, ton personnage peut avoir des interactions qui vont de l'amitié sincère et profonde à des relations amoureuses ou purement des relations physiques d'un soir, parce que tu peux vraiment faire ça aussi. Et dans le 1, c'est assez limité, mais déjà dans le 2, que ton personnage soit un homme ou une femme, tu peux avoir des relations avec différents sexes, et donc tu peux avoir tout un gameplay et des gay. Extraterrestres aussi. Et des extraterrestres aussi, bien évidemment. Et c'est vachement intéressant d'avoir aussi développé ça, parce que toutes les joueuses sont pas hétéros, tous les joueurs ne sont pas hétéros, donc c'est aussi bien d'avoir une expérience vidéoludique qui te correspond. Et au niveau des extraterrestres, ils sont vachement forts, parce que finalement, les personnalités des extraterrestres font que tu t'y attaches vraiment, et que ça te semble pas incongru que ton personnage ait une relation avec un extraterrestre. Alors, t'en as qui ressemblent vraiment à des humains, et t'en as pas du tout. Et je pense à un personnage comme Garus Vakarian, qui est un Turien, qui a pas du tout une tête de... ça se rapproche pas de l'humain, et c'est un personnage mais qui est tellement cool. Et c'est pas étonnant que les joueurs et les joueuses l'adorent, parce que oui, il a une vraie personnalité, un vrai développement, et ça, c'est assez top. Voilà, ça c'est typiquement le jeu que j'aime, parce que t'as du gameplay, t'as un monde ouvert, et tu peux faire plein de trucs, c'est vachement chouette. Après, tu disais qu'il y a de plus en plus de joueuses dans le jeu vidéo, justement. Et en fait, je pense pas qu'il y en ait de plus en plus, c'est plutôt qu'il y en a de plus en plus qui l'assument, peut-être. Ouais. Enfin, il y en a quand même plus je pense dans les années 80. Ouais, je pense qu'il y en a quand même plus, notamment à jouer à ces gros jeux-là, parce que souvent on associe... Mais là où je la rejoins, je pense que, par contre, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années qu'il y a beaucoup de joueuses, et que effectivement, c'est peut-être plus facile de le revendiquer, quoi. Mais dans les années 80-90, typiquement, ça s'appelle la Game Boy, quoi. Pas la Game Girl. C'est clair. Non, c'est clair. Il y a les deux phénomènes. Elles s'assument plus, et en même temps, il y en a plus, de fait. Un jeu à recommander ? Moi, je vais revenir sur Ori and the Blind Forest. Eh ben, vas-y. Parce que... Visiblement, t'as vraiment kiffé. Vas-y. Du coup, j'ai retrouvé, en fait, le résumé. Donc en fait, c'est la forêt de Nibel qui est mourante, et il y a eu une énorme tempête qui a déclenché des événements dévastateurs. Et donc c'est le héros en fait qui n'a pas le choix que de se mettre en route et trouver son courage pour affronter son ennemi. Pendant son parcours, il va essayer justement de réarranger la forêt, qu'elle revienne à la vie. En fait. Jeu qui est sorti sur à peu près toutes les plateformes, je crois, en plus. Ok. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est tout. Dac. Du coup, moi, j'ai pas fait mon choix. J'hésitais entre dis-nous. The Floor is Jelly, qui est pas connu du tout. Baba Is You, et le troisième que j'avais noté, j'ai oublié, du coup on va choisir entre ces deux-là. Allez, Baba Is You, parce qu'il y a Samuel qui vient de crier, c'est trop bien, et du coup voilà, je suis piquée. Je n'ai pas crié, mais... mais oui, alors expliquer le concept de Baba Is You, c'est pas évident. Là aussi, jeu indépendant. C'est un jeu indépendant où en gros ce que tu vois c'est un petit terrain en vue du dessus, et sur lequel il y a un certain nombre d'éléments. Ça peut être un bloc, je sais pas, un mur, une porte, toi, Baba, et c'est littéralement écrit Baba Is You. Et en fait, toi, tu vas pouvoir déplacer ton personnage, mais tu vas pouvoir changer les règles du jeu. C'est-à-dire qu'au départ, c'est écrit Baba Is You, et par exemple, Door is Win. Donc pour gagner, il faut que Baba arrive à la porte. Sauf que c'est peut-être aussi marqué Wall is block, et donc quand tu arrives au niveau d'un mur, ça bloque. Mais tu peux bouger le texte, et tu peux bouger le win pour remplacer block, et ça devient Wall is win, et donc si tu touches n'importe quel mur, tu as gagné. Et donc au début, c'est très facile,
Mais tu te doutes que plus tu vas avancer, plus ça va être compliqué. Et donc, tu vas avoir, je sais pas, door is death. Et donc, si tu touches la porte, tu meurs. Enfin, voilà, c'est plein de trucs comme ça. Et tu bouges et ça te permet de gagner ou non. Voilà, c'est très chouette. Visiblement, t'aimes bien aussi. J'ai vu et j'ai pas joué, mais juste le concept, en fait, parfois, t'as des habillages auxquels, en fait, tu les vois dans les jeux et de principe, tu touches pas parce que c'est juste de l'habillage. Et en fait, là, tu peux jouer justement avec ces éléments-là et justement... Voilà, changer les règles du jeu, oui, c'est vrai que c'est malin en fait. Au départ, ce qui est déstabilisant, c'est qu'on a tellement l'habitude de jouer aux jeux vidéo qu'on connaît le cadre du jeu vidéo. Et au bout d'un moment, tu vas te dire, mais en fait, pourquoi je sors pas carrément de l'écran du jeu Ouais, c'est ça. Tu sors et tu fais, ben ouais, en fait. Là, je peux. Et en fait, tu peux tout faire et tu peux changer toutes les règles. Ça t'invite vraiment à aller tout explorer. Et tu peux même modifier. Au départ, tu peux être Baba is you et tu peux dire Door is you, et donc t'es plus le petit personnage, t'es la porte. Et s'il y a plusieurs portes, t'es toutes les portes. Et donc quand tu bouges, il y a toutes les portes qui bougent. Tu vois. Bref, c'est trop rigolo. Et quand je vous disais que j'aimais bien les petits jeux à concept, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Mais cherchez The Floor is Jelly, c'est très cool. Et voilà. Je pense qu'on est arrivé au bout. On va regarder. Ouais. En gros, pour faire simple, c'est un jeu de plateforme, mais plutôt que ce soit ton personnage qui saute, le sol, c'est de la gelée. Et donc, tu déformes la gelée pour faire sauter ton personnage. Et donc, des fois, tu te sers de la gelée pour sauter, mais en fait, en la déformant, si tu as un obstacle, vu que c'est de la gelée, tu la baisses et tu passes en dessous. C'est aussi con que ça, mais c'est trop bien, quoi. Donc, tu peux rebondir sur les murs vu que c'est de la gelée et tout. C'est un peu comme la séquence dans... comment il s'appelle ce film Tempête de boulettes géantes. Le moment où il est dans un château en gelée. C'est comme si c'était tout un jeu vidéo où tu étais dans un château comme ça, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Ça m'a fait plaisir de discuter de jeux vidéo avec vous. Ouais, c'était très cool. On a à peu près 1h30 d'émission, donc c'est parfait. Et pour ceux qui nous écoutent, du coup, les 1er et 2 juillet à Quimper, on se retrouve pour le Festival du numérique. Une petite recherche sur Internet, vous aurez toutes les infos. Et surtout, à cette occasion, il y a un autre podcast qui sera enregistré, mais cette fois avec... du public du festival. Voilà. Bonne journée à vous. Ouais, à bientôt. À bientôt. Salut.